Bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux et bienvenue au Philanthro-Lab pour ceux qui ne connaissaient pas encore le lieu. Donc, je suis Oriane Austin, responsable de projet au sein des entreprises pour la cité. Donc, on est partenaire et co-organisateur avec le Philanthro-Lab de cette table ronde. Pour ceux qui ne connaissent pas les entreprises pour la cité, nous sommes un réseau d'entreprises engagées dans l'innovation sociale. À ce titre, on accompagne à la fois des entreprises, des fondations, des fonds de dotation créés par des entreprises dans leur stratégie et leurs actions d'engagement sociétal. D'ailleurs, je remercie les membres du réseau qui ont fait le déplacement aujourd'hui. Cet événement de ce matin, il s'inscrit dans notre programmation annuelle 2021, puisqu'il devait avoir lieu en décembre à l'origine. Les conditions sanitaires en ont décidé autrement. Il s'inscrivait dans notre fil rouge 2021, qui était celui de l'emploi. Et en 2022, le réseau a choisi le fil rouge de l'engagement des collaborateurs, à la fois dans des actions d'intérêt général, mais aussi dans la transition écologique et sociétale des entreprises. Donc j'invite aussi les membres du réseau à consulter notre agenda en ligne pour savoir quels seront les différents temps forts de l'année sur cette thématique. La thématique d'aujourd'hui, elle est très importante pour les entreprises pour la cité. C'est quelque chose qu'on a vraiment partagé avec le Philanthro-Lab. L'idée étant vraiment de questionner le rôle des mécènes dans la relation partenariale qu'ils vont avoir avec leurs porteurs de projets, notamment les associations, et de mettre au cœur les problématiques du secteur associatif et notamment les problématiques liées à l'emploi et comment les mécènes peuvent accompagner ces problématiques-là. Donc, je remercie vraiment les 4 intervenantes. Donc, on en a 3 ici, une à distance, c'est Mathilde Cuchet-Chausselaire du Don en Confiance. Je les remercie pour leur engagement et j'espère surtout que cette table ronde va susciter du débat. C'est tout l'intérêt et on prendra du coup quelques questions à l'issue. On fera passer un micro. Donc, préparez vos questions et on vous fera réagir. Donc, je vais laisser la main à Camille du Philanthro-Lab pour animer cette table ronde et présenter les différentes intervenantes. Merci Oriane. Alors, merci Oriane, bonjour à toutes et tous. Je vais peut-être juste enlever le masque quand je parle et je le remettrai ensuite. Donc bienvenue effectivement au Philanthro-Lab. Pour ceux qui ne connaissent pas, en 2 petits mots, c'est donc un lieu qui a ouvert ses portes cette année et qui a vocation à être entièrement dédié à la philanthropie avec 2 grandes missions. L'une d'entre elles, c'est d'offrir un lieu à cet écosystème philanthropique dont vous faites toutes et toutes partie, avec des espaces de travail, des espaces d'événements, un écosystème de partenaires tels les entreprises pour la cité, avec lesquels on organise à la fois des formats collectifs, aussi du coaching, de la masterclass, des ateliers pour permettre à chacun à la fois de créer de la rencontre et de nourrir le débat et la réflexion sur les sujets qui nous concernent au quotidien. Et puis un second objectif qui est aussi de démocratiser ces sujets d'engagement, de dons, de philanthropie et d'accueillir aussi dans ces lieux des gens qui peut-être sont complètement étrangers à notre secteur mais qui auraient envie de découvrir. L'idée ici, c'est aussi de donner à voir ce que font les acteurs de terrain, quels sont les dispositifs d'engagement possibles et de montrer que c'est à la portée de tout le monde de contribuer à la hauteur de ses moyens, avec du temps, avec un peu d'argent, avec plein de dispositifs innovants qu'on veut tester aussi avec le suffixe lab de Philanthro-Lab pour essayer aussi de faire en sorte que de plus en plus de personnes rejoignent le mouvement pour construire une société un petit peu meilleure. Ceux qui ont qui ont envie d'en savoir plus sur le Philanthro-Lab, je me tiendrai à leur disposition à l'issue de la table ronde. Mais comme le sujet étant passionnant ce matin, on va pas passer plus de temps sur le lieu. J'ai le plaisir d'accueillir du coup à mes côtés et à distance 4 intervenantes. Donc, je fais une table ronde 100% féminine ce matin, c'est sympa. Alors, je commence par le fond. Donc, bonjour, bienvenue Lorraine Sarfati, chargée de mission à la Fondation NES Dominique Beneteau. Donc, chacune, vous aurez l'occasion de nous en dire un peu plus sur vos structures. Mais voilà, la Fondation, c'est une jeune fondation, née en 2019, issue de la Mutuelle nationale des hospitaliers. Et donc, le domaine d'intervention, c'est l'humain en santé. Et donc, tu auras l'occasion de nous en redire davantage. Donc, à tes côtés, il y a Atina Marmora, qui est fondatrice de l'association Révèle, qui est née en 2003 pour favoriser l'orientation, l'insertion professionnelle
2013, oui, j'ai noté 2013. Voilà, c'est ça, 2013, pour favoriser l'orientation et l'insertion professionnelle des jeunes filles issues de milieux modestes. Et puis, à ma droite, Stéphanie Bachelet, déléguée générale de la Fondation Transdev, qui fête ses 20 ans, du coup, cette année, puisqu'elle a été créée en 2002, avec un axe fort autour de la mobilité sociale des publics, avec des différents volets, éducation, emploi, culture, sport, santé, médiation sociale. Et donc, vous aurez aussi l'occasion de nous en dire davantage. Et puis, à distance, du coup, on a Mathilde. Alors, Mathilde, elle nous voit par ce biais-là, mais vous la voyez sur les écrans. Mathilde Cuchet-Chausseler, qui est déléguée déontologie et relations extérieures au Don en Confiance. Don en Confiance que vous connaissez peut-être, hein, qui depuis plus de 30 ans œuvre pour préserver et développer la relation de confiance pour les donateurs et les associations, et définit des pratiques et des règles de déontologie en la matière. Et donc Mathilde aura aussi l'occasion de nous livrer son expérience et son expertise sur ce sujet. Alors, ce sujet, pourquoi est-ce qu'on l'a choisi? Pourquoi est-ce qu'on partage cette préoccupation avec les entreprises pour la cité? C'est aussi la force d'un constat que on parle souvent du secteur associatif, de l'intérêt général, etc., mais on n'a pas vraiment la conscience de ce que ça représente aussi en termes de force de travail et de secteur économique. L'emploi associatif, c'est 1,8 million de salariés en France, avec les associations employeuses qui représentent 100 milliards d'euros de budget annuel. Donc c'est pas un secteur négligeable aujourd'hui dans l'économie française. Néanmoins, on y remarque que les conditions d'emploi, ils sont assez médiocre, puisque le salaire brut annuel, alors c'est des chiffres que je tire parce que c'est marrant, c'est au moment où on préparait cette table ronde, Juris Association a sorti un numéro qui titrait sur l'emploi associatif. Alors c'était du pain béni, je me suis beaucoup inspirée, donc ceux qui se demandent les sources de mes chiffres pour y retourner. Salaire brut annuel 26% inférieur à celui du secteur privé. Bon. Ça se traduit donc dans le montant de salaire, mais ça se traduit aussi dans la nature des contrats, puisqu'il y a beaucoup moins de CDI dans les associations que dans le secteur privé. Donc il y a ces constats des chiffres, et puis il y a un constat un peu empirique de l'année dernière, ou des 2 années qu'on vient de vivre, sur la mise en lumière de certaines difficultés du secteur associatif pour développer les outils numériques, maintenir les effectifs dans un moment où les volumes d'activité ont été drastiquement chamboulés, puisqu'on ne pouvait pas exercer forcément sur le terrain de la même façon qu'on l'avait fait auparavant. Et donc fort de ces 2 constats, ça nous paraissait vraiment intéressant à ce moment un peu charnière de questionner justement comment est-ce qu'on pouvait agir auprès du secteur associatif, et quel était le rôle et la responsabilité des mécènes dans la relation partenariale qu'ils entretiennent avec leurs partenaires. Voilà pour le contexte. Et donc maintenant, on va plutôt parler du terrain et de comment ça se met en place dans vos différentes structures. Et donc du coup, je vais peut-être commencer par laisser la parole à Tina, qui est donc la représentante des porteurs de projets sur ce panel, pour à la fois nous présenter un peu évidemment Revel, et puis partager avec nous comment chez Revel vous vivez un peu cette situation de est-ce que la relation avec le mécène, ça a été, il y a un constat peut-être que sur la partie soutien structurel à l'association, à l'emploi et à toutes les fonctions, le fonctionnement de l'association. Comment est-ce que jusqu'ici vous avez vu le sujet et les difficultés que ça peut engendrer quand il y a des obstacles à ce type de financement? Du coup, je présente un Revel très rapidement. Je pense, oui, que peut-être que tout le monde ne connaît pas. Donc, Revel, c'est une association qui est née en décembre 2013 et qui s'intéresse à la question de l'insertion socio-professionnelle des filles de milieux modestes qui cumulent un triple déterminisme, donc déterminisme social, de territoire et de genre. Et donc nous, notre objectif, c'est de les accompagner à prendre conscience de leur potentiel et à prendre confiance en elles. Et ce qu'on fait, c'est des programmes pédagogiques pour travailler déjà sur le regard qu'elles portent sur elles-mêmes, afin qu'ensuite elles changent le regard qu'elles portent sur les autres et leur capacité à se projeter dans l'avenir. On va également leur proposer de découvrir le monde professionnel à travers des actions qu'on réalise avec nos partenaires entreprises pour découvrir des secteurs d'activité, des métiers dans lesquels souvent elles ne pensent pas du tout à aller, ou elles pensent que c'est pas pour elles et s'autocensurent. Et puis Revel, c'est surtout une communauté de engagées, à la fois de femmes, donc de rôles modèles qui interviennent dans l'association,
qui sont des femmes aux réussites plurielles, et les anciennes, les alumnae, qui ensuite s'engagent dans le projet associatif pour mettre en action tout ce qu'elles ont pu apprendre dans Révèle et s'approprier le projet, puisque l'idée c'est que les jeunes filles qu'on accompagne aujourd'hui, qui ont une moyenne d'âge de 16 ans, deviennent les rôles de modèles de demain. Très brièvement. Du coup, sur la question, est-ce que tu pourrais repréciser, Oui. parce que c'est un vaste sujet, mais pour que ce soit le plus efficace. Non, l'idée, c'est que tu nous partages, toi, ton retour d'expérience sur ce constat que dans la relation avec les mécènes, notamment peut-être au début, il y a, quand on a préparé, tu m'as dit, bah voilà, il y a quand même un vrai sujet sur la différence entre le financement de projet et le financement de la structure et les problèmes que ça peut engendrer en interne sur la capacité à présenter des budgets à des mécènes et à justifier aussi l'emploi des fonds qui peuvent nous être donnés. Moi, je suis pas à la base du secteur associatif. Donc, quand j'ai créé Révèle, j'ai été bénévole pendant 2 ans dans mon projet. Et le premier emploi que j'ai créé, c'était pas pour moi, c'était pour quelqu'un d'autre. Et donc, j'ai appris en faisant vraiment ce qu'était le secteur associatif et son fonctionnement. Et j'ai découvert, la première fois, j'étais là, je fais, mais en fait, comment ça, on finance pas les frais de fonctionnement? Je comprends pas la logique. Les projets, ils se font pas tout seul. Et petit à petit, j'ai compris en fait qu'est-ce qu'il y avait derrière et quelles étaient finalement les peurs du côté des mécènes, parce que tout ça c'est aussi lié à des peurs, le fait que les projets dépendent des financements des mécènes et qu'ensuite mettent en danger la structure, etc. Et donc, il fallait montrer la solidité de son modèle économique et son indépendance. Et tout de suite, ça c'est quelque chose, en tout cas, je vais parler de mon expérience qui n'est pas celle du secteur associatif, je précise quand même, c'est important. Mais en tout cas, moi, mon expérience a été de me dire, ok, quel modèle économique pour Révèle, pour ne pas être dépendant et pour aussi créer une confiance aussi avec les financeurs. Et ensuite, au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte de la difficulté, ou en tout cas, je dirais du challenge plus que la difficulté, d'avoir une approche financière sur le montage de projets, parce que il s'agit de ça. En fait, c'est comme les entreprises. Comment un projet est monté, quels sont les coûts qui sont mis dans le projet, et la question des fameux frais de fonctionnement. Et en fait, ça a beaucoup évolué. Donc au départ, il y avait beaucoup de mécènes alors certains c'était 7%, certains c'était 13%, certains, et voilà, ça dépendait, en fait, on savait pas trop pourquoi, du comment, et puis en fait, moi, en avançant petit à petit, alors peut-être que je devance, mais bon, j'en dis trop. Faut pas hésiter, parce que quand je suis partie après. Non, mais c'est ça. Tu nous raconteras du coup ensuite comment t'as répondu. Voilà, je répondrai après, mais en tout cas, c'est vrai qu'au départ, ça a été une découverte pour moi, et la première chose que j'ai essayé de faire, c'est de comprendre en fait quelles étaient les attentes des mécènes, et puis aussi de leur demander en fait de l'aide. Parce que je pense qu'il s'agit de ça, ok, mais comment est-ce que vous fonctionnez, et ça a été tout un apprentissage, et j'en dirai plus à la prochaine question. Oui, parce que du coup, tu me disais aussi qu'il y a des effets un peu... ça peut engendrer aussi des difficultés, bon, évidemment, dans la mise en place des projets, mais aussi, et c'est important de t'entendre là-dessus, parce que je pense que Stéphanie voudra aussi revenir ensuite dessus. Tu me disais, le problème, c'est que le problème que ça engendre, c'est qu'on peut être amené à effectuer un peu des contorsions pour rentrer dans des appels à projets ou dans des cases, etc., qui nous sont proposés, et donc aussi à s'éloigner parfois de notre mission initiale, ou à faire rentrer des trucs un peu... Des ronds dans des carrés. Oui, voilà. Complètement. Il y a eu ça au début, et en fait, mais c'est le jeu dans le secteur associatif, et on a pu le voir aussi ces dernières années. Dès qu'il y a un sujet qui est à la mode, du coup, on sait qu'il y a beaucoup de financeurs qui vont mettre de l'argent sur ce sujet parce que c'est un enjeu d'actualité, et du coup, les associations vont essayer de transformer un peu leur projet pour que ça rentre dedans de manière indirecte ou de manière directe, bien sûr. Mais en tout cas, ce que ça génère ensuite derrière, ce sont des équipes qui doivent délivrer, et du coup qui se récupèrent. Et c'est toujours ce problème entre l'opérationnel, la personne qui lève des fonds, et la personne qui délivre.
Je pense que voilà, s'il n'y a pas de communication, ça peut créer des grosses tensions, parce que les personnes qui sont sur le terrain, c'est celles qui savent, en général. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon principe. Et du coup, faire des super appels à projets sans s'être assuré que d'un point de vue opérationnel, c'est faisable dans les temps, que ça répond à nos enjeux de qualité interne et que ça répond aux besoins des bénéficiaires, ça crée après des problèmes de stress au travail, ça peut générer un mal-être, ça peut et puis ça peut amener aussi au burn-out. Enfin, je veux dire, on l'a vu, je pense que dans les chiffres aussi, le taux de burn-out dans le secteur associatif, je pense qu'il est quand même assez conséquent. Mais tout ça s'explique aussi par la base qui est de pouvoir financer les projets et de pouvoir assurer de payer aussi les salaires. Parce qu'il s'agit de ça aussi. Quand on est à la tête d'une association, on peut pas dire à la fin du mois, alors je sais pas, je pense qu'on est à 70%, tu auras 70% de ton salaire, on a assuré 70% des objectifs. C'est pas possible, mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, il faut payer les salaires et s'en assurer. Et donc... voilà. Tout à fait. Donc on est sur ce constat, voilà, de modes de fonctionnement qui parfois sont un peu décalés entre le mécène et son porteur de projet, et les effets pervers que ça peut engendrer. Et je sais que voilà, Stéphanie pourrait y revenir aussi sur ces histoires un peu de faux projets qu'on peut recevoir, qui peuvent rentrer dans les cases, mais qui ensuite sont plus vraiment dans le champ et ni même réalisables par l'association. Alors du coup, je précise que c'est la première fois qu'on a une intervenante à distance, donc je suis un tout petit peu stressée, mais on a fait des tests. Donc là, normalement, je vais passer la parole à Mathilde, et si tout se passe bien, on va l'entendre. Alors, Mathilde, est-ce que tu nous entends ? Oui. Nous aussi, on t'entend. Bonjour à tous et toutes. Peut-être te laisser la parole pour reprendre un tout petit peu de hauteur après le constat posé par Atina, et avoir ta vision et celle du don en confiance sur ce sujet de l'emploi associatif, et donc des frais de fonctionnement et des frais de structure des porteurs de projets. Peut-être que tu nous redises un peu tout ce qu'on peut mettre derrière ce terme-là, et ton avis et ta position sur l'importance de prendre en considération ces frais structurels pour éviter justement une fragilisation du secteur. Oui, tout à fait. Donc, alors, quand on veut définir assez précisément ce qu'on entend par frais de fonctionnement, évidemment, on retrouve la comptabilité analytique et les différentes destinations pour chaque catégorie de dépenses. Donc, au niveau du don en confiance, on entend par frais de fonctionnement donc un certain nombre d'éléments. Déjà, tout ce qui est fonction support. Donc ça tombe un peu sous le sens, donc tout ce qui n'est pas lié à une action spécifique, donc tout ce qui est fonction administrative, financière, les ressources humaines, tout ce qui est juridique, tout ce qui relève de l'informatique. Voilà, on a aussi tout ce qui est frais de gouvernance, parce que même si la plupart du temps nos gouvernances sont bénévoles, évidemment il y a des frais pour les faire tourner, donc tout ce qui est tenue des instances, etc. On a aussi tous les frais qui sont liés à la réglementation et les moyens qui s'y rattachent, par exemple ne serait-ce que la rémunération du commissaire aux comptes. Évidemment, ça rentre dans cette catégorie-là. On a évidemment toujours tout ce qui relève de la direction générale, voilà, des fonctions de supervision générale des structures. Et on a toute la partie communication institutionnelle, donc hors mission sociale qui pourrait s'apparenter à de la communication, donc tout ce qui est prévention, sensibilisation, etc., et hors collecte de fonds. Donc sur certaines charges, c'est très facile d'affecter. On affecte directement ces frais sur les frais de fonctionnement. Sur d'autres, c'est plus compliqué, et effectivement, il faut un petit peu jouer à l'équilibriste et partager les choses. Ça vient d'être déjà un petit peu dit. Donc voilà, on a parfois des cas où c'est très compliqué. Il y a forcément une dose d'arbitraire de la part de la structure pour savoir comment déterminer les frais, si ça relève des frais de fonctionnement ou des frais de mission sociale. Par exemple, vous avez un comptable qui est affecté à la paye et qui s'occupe des payes du siège. Bon, forcément, là, il n'y a pas photo. Le comptable, sa prise en charge, relève des frais de fonctionnement. Quand on a un comptable qui s'occupe d'un établissement médico-social sur le terrain, de la paye de ces personnes, également des personnes embauchées par cet établissement, ou d'une mission en Afrique et qui s'occupe de la paye des expats, des volontaires, etc.,
quid de comment on répartit effectivement les charges liées à ce comptable. Donc voilà. Donc on a une définition, mais avec évidemment toujours des choix à faire et une analyse à faire en fait au niveau de chaque structure. Ça rejoint la définition du plan comptable, ce que je viens de vous décrire. Donc le plan comptable est très clair sur la question. Les frais de fonctionnement comprennent donc tout ce qui relève de la gestion et de la gouvernance de l'entité. Donc en gros concerne toutes les charges, sauf celles affectées aux missions sociales et aux frais de recherche de fonds. Voilà, donc on retrouve exactement les mêmes catégories, gouvernance, communication, ressources humaines, comptabilité, gestion financière, services juridiques, moyens généraux, l'informatique, etc., etc. Donc c'est vrai qu'il y a une tendance un peu à céder à la pression, alors que ce soit du grand public, et puis relayé par les médias évidemment, ou de certains mécènes, de vouloir avoir les frais de fonctionnement les plus petits possibles. Donc ça c'est un problème. J'ai rencontré une organisation, enfin c'était une ONG qui voulait des renseignements pour avoir le label, qui avait fait l'exercice vraiment d'une manière extrêmement puriste entre guillemets, et donc avait soustrait tous les frais de fonctionnement de ces projets. Et donc on avait des projets qui semblait fonctionner tout seul, sans aucune fonction support, et évidemment, la structure était en déficit. Donc ça peut vraiment quand même amener à des complications, ce qui m'amène à vous partager donc évidemment notre position qui rejoint celle qui a été évoquée juste avant par Madame, qui est que avoir des frais de fonctionnement très bas, évidemment, ça ne peut que fragiliser le secteur associatif de manière générale. En plus, on constate donc, nous, dans les organisations qu'on contrôle, que des frais de gestion, des frais de fonctionnement très bas ne sont pas synonymes forcément de bonne gestion. On peut avoir, c'est évidemment ce qu'on peut penser en première analyse, c'est ce que certains donateurs peuvent penser, etc. Mais en gros, quand on a des frais de fonctionnement très bas, nous c'est quelque chose qu'on regarde attentivement. Bon, quand ils sont très hauts, on regarde aussi attentivement, mais quand ils sont très bas aussi, parce que ça peut vouloir aussi être synonyme d'un manque d'une insuffisance dans la gestion, d'un manque de rigueur, d'un manque de contrôle aussi. Et ça peut donner lieu à de la mauvaise gestion, voire des détournements. Voilà, en gros, c'est économiser sur de la sécurisation de la structure, de son fonctionnement. Et du coup, ça peut conduire à des difficultés. Alors, on part du principe que les organismes qui font appel à la générosité, qui reçoivent des dons de particuliers, de mécènes, ou même des dons, des subventions des pouvoirs publics, ont une responsabilité vis-à-vis de ces financeurs, de ces donateurs. Et évidemment, afin d'être à la hauteur de cette responsabilité, évidemment, on part du principe qu'il faut absolument pouvoir embaucher les personnes qui permettent de remplir ces responsabilités-là avec les compétences nécessaires, en adéquation, avec des rémunérations en adéquation avec leur poste, etc. On a des organisations qui collectent des millions d'euros, qui ont des milliers de salariés, des milliers de bénévoles. On ne peut pas imaginer mettre à la tête de ces structures-là des personnes qui n'ont pas d'expérience. On voit avec Madame qui parlait de son expérience juste avant aussi, des personnes qui n'ont pas l'expérience de la gestion d'une grosse entreprise. C'est exactement la même chose, ou d'une entreprise tout court. Voilà, on a la même chose au niveau des frais de collecte. On peut avoir des frais de collecte très bas. C'est pas forcément. Alors, ça peut être synonyme d'une organisation qui a effectivement accès facilement aux médias, ou une cause qui est très portée par le grand public, les médias, comme vous disiez, qui est dans l'air du temps, etc. Donc les dons viennent tout seuls entre guillemets. Il n'y a pas besoin de beaucoup investir sur le sujet, mais ça peut traduire aussi un manque de dynamisme de la structure, de faible investissement sur la collecte,
qui peuvent ensuite s'avérer préjudiciables pour l'organisation et avoir un impact sur sa pérennité. Donc la conclusion, c'est plus que le moindre coût, c'est vraiment rechercher l'efficacité maximale pour chaque euro qui est attribué par le mécène ou par un donateur, etc. Ça permet effectivement d'éviter les abus, les gaspillages et de céder donc à la pression des bons ratios qui peut entraîner des manipulations comptables, hein, c'est ce que vous disiez également, un arrêt des investissements ou une vision à très court terme de la gestion qui peut mettre en péril la pérennité de l'organisation interne. Oui, merci beaucoup Mathilde, c'est très clair. Ah. Ouais, c'est bon. Donc effectivement, on a ce constat qu'il y a eu cette philosophie du mode projet, etc., qui a pu prendre le pas parfois sur la lecture de l'activité de l'association et de la façon dont elle opère ses activités. Donc, a priori, sur ce panel, on partage le constat que c'est important de soutenir aussi l'association dans son développement et dans sa capacité à déployer des projets. Et donc, une fois qu'on a posé ce constat, comment est-ce qu'on s'y prend ? Alors c'est là où Stéphanie vous rentrez dans l'arène pour nous dire effectivement vous aussi c'est un constat que vous avez partagé alors avec les 20 ans d'expérience de la fondation c'est aussi des sujets sur lesquels vous avez évolué aussi au contact des porteurs de projets et de l'expertise et de la relation nouée avec eux. Donc peut-être en 2 mots nous redire un peu sur ce sujet de la fondation ce que vous faites et comment vous l'opérez et puis assez vite me dire vous m'avez dit quand on l'avait partagé quand on a préparé que vous partagiez ce constat et en disant si des projets ils fonctionnent bien, c'est qu'il y a des hommes et des femmes derrière, et donc c'est aussi notre rôle de leur permettre d'agir et de présenter leurs projets, et ça évite aussi effectivement le biais dont on a parlé vous avez eu l'occasion vous de recevoir des projets un peu triturés, un peu dévoyés, voire même des faux projets en fait. Donc bonjour à toutes et à tous. Alors je vais juste resituer ce que fait la Fondation Transdev et ce qu'est Transdev d'ailleurs. Transdev est donc un opérateur de services publics de transport et donc nous avons créé notre fondation en 2002, c'est-à-dire il y a 20 ans. C'était avant la loi Yagon et donc il y avait assez peu de fondations en France et donc on a eu beaucoup de mal à imposer cette idée de fondation par le secteur privé. Alors, ce qui notre sensibilité, c'est que comme on est filiale de la Caisse des dépôts, en fait, on voulait développer l'intérêt général, enfin l'état d'esprit de l'intérêt général au sein du groupe pour avoir un socle commun avec la Caisse des dépôts. Et quand on parlait à nos clients de cette fondation, parce que évidemment, comme on est partout en France, on ne peut pas soutenir des projets partout en France parce qu'on ne connaît pas les associations, on n'a pas vocation à savoir si elles sont sérieuses, si ce qu'elles font, c'est bien. Et donc, de fait, on soutient des projets sur les territoires desservis par Transdev. Et en fait, quand on en parlait aux clients, les clients nous disaient mais si vous avez trop d'argent, mais donnez-le nous, parce que nous les connaissons, les associations, et donc on saura à qui distribuer l'argent. Et donc voilà, donc quand on avait ce genre de réaction, et franchement, c'était pas un accueil positif, hein, de fait, on s'est positionné uniquement sur l'investissement, parce que on avait le sentiment là que notre action allait être efficace et qu'on allait pouvoir contrôler l'argent qu'on donnait et que, de fait, on n'allait pas être remis en cause, en fait. Et d'ailleurs, on a aussi cherché à être sous égide de la Fondation de France pour assurer de la transparence. Tout ça a été assez compliqué, en fait, hein, parce que personne ne connaissait bien ces sujets à l'époque. Et donc, pendant une 15aine d'années, on n'a soutenu que de l'investissement. Et puis, évidemment, il y a un moment donné, il a bien fallu qu'on réfléchisse à, effectivement, les projets qu'on soutenait, est-ce qu'ils étaient réellement efficaces? Est-ce que à chaque fois, finalement, alors en plus on donnait l'argent à 80% dans une première somme et 20% après l'évaluation. Et donc, écoutez, en 2013, après avoir fait 300 projets à peu près, en fait, moi j'avais des frustrations parce que je me rendais compte qu'il y avait des projets qui soit étaient des faux projets, et donc évidemment pas dans un nombre important. Hein, sur 300 projets, il y en avait peut-être 10. Donc, allez, 10, j'exagère, pardon. Il y en avait 30, ça fait à peu près 10%. Soit des faux projets, soit des projets qui ne se faisaient pas parce que finalement, nous n'étions que cofinanceurs.
et que les associations n'arrivaient pas à avoir des cofinancements par ailleurs, peut-être de gens qui raisonnaient comme nous, après tout, ou autrement, mais enfin bref, ils n'arrivaient pas à avoir leur cofinancement. Et donc nous, on avait donné l'argent, et quand on appelait ensuite, soit pour faire l'évaluation, soit pour savoir où en était le projet, ben finalement, on nous disait « Ah ben non, mais comme on n'a pas eu les cofinancements, on n'a pas pu faire le projet, et donc on a utilisé l'argent à autre chose, et donc aux frais de fonctionnement. » Donc là, franchement, c'était un peu compliqué à avaler. Et donc, on a réfléchi au projet et on s'est dit, de toutes les façons, effectivement, pour qu'un projet fonctionne bien, eh bien, il y a des hommes et des femmes derrière. Et donc, il faut qu'on prenne une partie de frais de fonctionnement. Donc, finalement, nous prenons 30% du projet jusqu'à hauteur de 30% de la subvention, en fait, en frais de fonctionnement qui sont des frais de fonctionnement RH pour que le projet puisse bien se déployer. Voilà. Donc ça, c'est... et donc, effectivement, on a le sentiment que ça va beaucoup mieux grâce à ça. Mais en parallèle, pour être sûr qu'on n'ait plus ce problème de cofinancement, eh bien, on a instauré quelque chose d'un peu d'exigeant, on va dire. C'est-à-dire qu'on demande à une association, on lui demande de nous donner des attestations des cofinanceurs selon laquelle il finance le projet à la hauteur de ce que l'association nous a présenté comme budget. Donc ça, c'est très très lourd à gérer à la fondation. Ça représente à peu près un mi-temps. Et puis on est passé à un financement en 3 fois, 40% pour démarrer, puis 30% après un rapport intermédiaire, et puis 30% après l'évaluation. Et donc, depuis qu'on a mis en place ce système qui est lourd pour nous, évidemment, et qui est probablement lourd également pour l'association, en fait, on n'a plus jamais eu ni de faux projets, ni même de projets de ronds qui rentrent dans les carrés. et donc, finalement, il nous a semblé que, donc après 5-6 ans, on a fait une évaluation de ce fonctionnement. Et donc, finalement, on est très content parce que certes, c'est lourd et ça a généré la création d'un poste à la fondation, mais on a des projets de meilleure qualité et on a aussi également, au-delà des projets de meilleure qualité, on a des rapports autres avec les associations parce que c'est des relations de confiance. Et par ailleurs, on essaye de les aider, on le développera dans une deuxième partie, on essaye de beaucoup les aider au-delà de leur demander ces choses, enfin voilà, ces éléments administratifs et financiers. Mais enfin voilà, pour nous, ça nous semble finalement être finalement la garantie que comme le projet va avoir lieu et dans des bonnes conditions, eh bien de fait, l'impact il sera de bonne qualité. Voilà. C'est un constat en fait de dire ces projets finalement en prenant la partie RH qu'il y a derrière, Exactement. Ça garantit aussi de la sécurité sur la réalisation du projet et sur sa capacité à avoir de l'impact et à éviter en fait effectivement des relations un peu biaisées sur du coup sous couvert d'investissement, les projets ne peuvent pas se faire s'il n'y a pas de personnes qui les pilotent. Exactement. Mais donc du coup, si vous avez opté pour un ratio en disant sur un financement de projet, nous effectivement, on prend en compte le fait qu'il peut y avoir jusqu'à 30% de frais de salaire, en fait, de salaire oui, ça, pour les faire fonctionner. Donc ça, on prend 30% de salaire. Évidemment, on regarde le nombre de salariés. Oui, bien sûr. Ça va de pair avec un processus de vérification qui a été étoffé. Le processus de vérification est lourd, en fait. Mais en parallèle, le reste, sur l'investissement qui est 70%, on ne paye que sur facture. Donc ça aussi, en fait, le process, il a été mis en place à tous les niveaux. Et c'est ça qui nous permet finalement maintenant d'avoir des projets de grande qualité. Alors évidemment, les associations, certaines se plaignent. Elles nous disent mais votre formulaire, là, il est très très lourd. Et finalement, vous ne nous donnez pas assez d'argent. Donc c'est sûr, si vous nous donniez 100 000 €, on trouverait ça normal. Mais comme vous ne nous donnez pas assez d'argent, on trouve que quand même vous exagérez. Mais finalement, on a quand même à peu près une 40aine de projets par an. Et en fait, ce que je voudrais dire enfin,
c'est que chaque année, on ouvre à peu près, enfin les projets sont déposés de manière numérique, et donc on ouvre, enfin les associations ouvrent environ une centaine de projets. Et donc on commence à instruire. Quand on commence à instruire, en fait, on en instruit 40, 45, et ce sont les associations elles-mêmes qui ne sont pas allées au bout du process. Donc, en fait, elles voient là que finalement, soit elles ne vont pas rentrer dans les critères, soit ce qu'on va leur demander, finalement, va les empêcher d'être validées et d'être lauréates de l'appel à projet. Et donc de ce fait-là, on a assez peu de déchets quand on présente les dossiers en comité exécutif. En fait, on a à peu près entre 10 et 15% de dossiers rejetés. Parce que oui, ça rejoint aussi un peu ce que disait Atina sur le fait que il y a le constat il y a le partage de la réalité du fonctionnement de l'association, mais aussi de comprendre ce qui peut constituer un frein côté entreprise ou côté mécène, et donc d'instaurer le dialogue sur la capacité à instaurer ses frais. Et du coup, chez Revel, c'est aussi ce que vous avez fait sur la partie emploi associatif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous incluez systématiquement des frais de fonctionnement et donc de salaire aussi dans les budgets projets. Ah, je voudrais juste rebondir là sur ce que j'ai entendu. C'est super intéressant à chaque fois pour moi de comprendre le pourquoi du pourquoi en fait. Pourquoi est-ce qu'on va demander à des associations qui font un travail de terrain? Alors moi je vais parler, vraiment, je vais faire attention parce que je vais parler parce que je peux pas représenter le secteur associatif. Moi il y a que 18 salariés chez Revel. C'est pas représentatif du secteur associatif, donc il faut que je fasse super attention de ce que je dis, à ce que je dis. Mais par exemple, moi je pense à toutes les associations de quartier, les petites assos où elles sont 2 ou 3, elles font un travail de dingue avec un impact de dingue, mais qu'elles ont pas forcément, je dirais, la connaissance à la fois du montage de dossiers, de comment il faut présenter, etc. Et il y a des centaines d'assos qui font un boulot juste extraordinaire, mais qui savent pas communiquer, et qui du coup, elles passent à côté des appels à projets comme ça, et les entreprises passent à côté de projets qui font de l'impact, et même des gens en fait qui font, enfin voilà, qui sont vraiment dédiés. Alors après, à voir est-ce que c'est bien d'être dédié et tout ça, bon ça c'est encore un autre sujet, mais en tout cas, je pense qu'il faut faire aussi attention de pas en fait j'ai l'impression que c'est comme le système un peu de la question de l'égalité des chances en fait. C'est la même dans le secteur associatif, c'est-à-dire que quand on n'a pas les codes, quand on n'est pas un pro du montage de dossiers, un pro de la com, parce qu'il y a aussi ça, enfin faut se dire les choses, il y en a qui communiquent mieux que d'autres et qui ont vraiment une expertise, d'autres qui font un boulot de dingue mais qui savent pas en parler, et ça crée du coup une inégalité des chances dans l'accès aux appels à projets, ce qui impacte après aussi une durabilité l'impact au final des bénéficiaires, parce que il s'agit avant tout aussi des bénéficiaires finaux en fait, et comment on fait pour que des super projets puissent accéder à des financements qui leur permettent de grandir et du coup d'impacter encore plus de personnes. Enfin, je me permets, j'en profite. Bien sûr. Alors, voilà, moi je vais répondre à ça. Alors, en fait, nous avons une spécificité qui répond à ce sujet, c'est-à-dire que nous avons une personne qui fait l'instruction de projet avec les associations qui ont déposé leur projet en numérique. Et donc, c'est une instruction personnalisée, c'est-à-dire qu'à partir du projet déposé et donc évidemment de ce qui existe dans le projet en fait, on aide le porteur de projet à bien présenter son projet, à mettre en valeur les effets, les côtés saillants de son projet, de manière à ce qu'on puisse le retrouver dans la synthèse, et qu'après les membres du comité exécutif qui, quand ils reçoivent 40-50 projets, il ne faut pas se leurrer, ils ne passent pas une demi-heure par projet. Et donc, de fait, pour que eux, ce soit plus facile et que le projet ait les meilleures chances d'être financé. Donc, en fait, ça, l'instruction pour un projet entre les différents appels téléphoniques et autres, ça prend 2 à 3 jours par projet. Donc, ça, c'est la première chose qu'on fait. Et puis, au-delà de ce côté d'instruction de projet, pour répondre au projet de savoir et de connaître les petites associations. Évidemment, nous, ce qui se passe, c'est que comme on est dans les territoires, en fait, Transdev est dans les territoires, nous avons des correspondants et des parrains de projet dans chaque réseau de transport. Et donc, du coup, les correspondants et les parrains de projet me font venir pour présenter la fondation aux associations de la ville ou du territoire
qu'elles invitent à partir des fichiers qu'elles trouvent sur Légifrance, en fait. Donc, on fait des réunions publiques d'explication de ce que fait la Fondation Transdev et de ce qu'on attend comme type de projet pour favoriser la mobilité sociale. Et donc là, on explique les axes et puis on explique les critères, parce que bien évidemment, toujours dans le même esprit de précision, il y a des axes et il y a des critères et il y a des conditions sur les critères. Et pour ces sujets, d'ailleurs, on a été beaucoup aidé par l'EPC qui nous a aidé à clarifier toutes ces choses pour que les associations s'y retrouvent et qu'elles comprennent bien là, en quoi on peut les aider, en fait. Et donc, on le sait grâce enfin voilà, toute cette situation est possible parce qu'on a les correspondants, les parrains de projet. Merci Stéphane. Je suis désolée, j'essaye de garder le rythme parce que j'ai peur que, c'est passionnant, mais je suis pas sûre que tout le monde est jusqu'à midi, donc je préfère qu'on essaye quand même un peu d'avancer. Du coup, la vraie question. Oui, la vraie question, c'est juste de rebondir sur ce que disait Stéphanie en disant que du coup, c'est aussi la solution que vous aviez trouvée chez Revel de réinclure en fait systématiquement dans chaque budget projet d'avoir de la partie RH aussi et fonctionnement qui apparaît pour justifier que le projet il se fait avec aussi le staff de l'association. Alors, au fur et à mesure, on s'est imposé en interne, on a essayé de voir comment est-ce qu'on pouvait être au plus juste, parce que l'idée c'est comment est-ce qu'on est au plus juste et comment est-ce qu'on limite des risques de se retrouver sans assez de sous pour faire le projet en question ou avec trop de sous pour faire le projet en question. Ça va dans les deux sens. Et donc nous, chez Revel, aujourd'hui, tous les projets, tout ce qu'on fait, donc quand on fait le budget prévisionnel, je vais être très concret, mais quand on fait le budget prévisionnel est divisé. Aujourd'hui, je crois qu'on a à peu près 25 projets. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait est inclus dans un projet avec un objectif. Et dans le projet, il y a les temps. Alors le temps femme, majoritairement on est femmes, donc on parle de temps femme chez Revel. Le temps femme est calculé sur chacun des projets. C'est-à-dire que pour faire la coordination sur le sourcing, c'est tant de jours de la chargée de recrutement. Donc on va calculer ça, on va faire ça pour chaque projet, et c'est vraiment un boulot c'est un gros boulot. On fait ça pour chaque projet, et ensuite, pour ce qui est des frais de fonctionnement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, quand je dis frais de fonctionnement, c'est ce qui n'est pas dédié directement au projet. Pour moi, quand on fait le parcours Revel, les personnes qui font la coordination, par exemple du parcours Revel ton potentiel, où on accueille des promotions de jeunes filles, pour moi, les personnes qui coordonnent, qui recrutent les filles, pour moi, c'est du temps de projet. Ça, c'est alloué au projet. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de projet. Les jeunes filles, on n'ouvre pas la porte et elles sont là. Il y a tout un travail de sourcing, de terrain, de rencontre des acteurs. Ça fait partie, en fait. Ça, c'est dans le projet. Et les frais de fonctionnement, ce qu'on s'est dit, en fait, ce qu'on a trouvé logique, c'est qu'en fait, il faut allouer les frais de fonctionnement au prorata du pourcentage de temps passé sur un projet. C'est-à-dire qu'un petit projet, je ne vais pas lui mettre 15% de frais de fonctionnement, ça n'a aucun sens s'il y a très peu de temps homme dessus. Mais un projet qui prend 50% du temps de 90% des salariés, là, les frais de fonctionnement vont être pondérés vraiment par rapport au temps en fait passé sur le projet. On a trouvé que c'était ce qui était le plus logique, le plus juste, et ce qui permettait en fait de prendre en compte tout. C'est-à-dire que limitation des risques, on s'est fait accompagner pour faire ça. On cherche toujours à anticiper. Mais pour faire ça, faut qu'il y ait des personnes à temps plein qui bossent dessus. C'est toujours le même problème. D'où pour moi, la responsabilité des mécènes, elle est aussi dans l'accompagnement des associations à arriver à ça, en fait. Parce que du coup, ça va répondre aux enjeux des uns et des autres. On est vraiment dans du win-win. Mais c'est parfait parce que ça fait une parfaite transition pour Lorraine, puisque voilà, on a touché du doigt une première partie du sujet qui est effectivement de prendre en compte la partie RH et salaire et fonctionnement dans chaque projet. Et une autre façon aussi d'intervenir sur l'empowerment aussi des associations, l'autonomisation, l'indépendance, etc. C'est aussi le pari qu'a fait la Fondation NES, et d'accompagner la montée en compétences aussi des équipes et des outils de pilotage. Et donc peut-être que Lorraine, tu peux nous en dire un peu plus sur la Fondation et
la façon dont vous avez choisi d'accompagner les partenaires dans cette logique un peu structurelle en disant au-delà de ce qu'on peut faire à un instant T avec cet asso, comment est-ce qu'on lui permet aussi ensuite de s'aguerrir et de voler de ses propres ailes aussi un peu différemment. Ok, alors bonjour, ravie d'être parmi vous. Rappel sur ce que fait la Fondation NES quand même. Donc la Fondation NES, elle a pour objectif de prendre soin de l'humain dans la santé. Donc derrière ça, c'est soutenir des initiatives qui visent à favoriser, à encourager le lien, la coopération, la communication entre les différents acteurs que sont les professionnels de santé, les patients, les aidants, les proches. Donc on a des domaines d'action qui sont accès à la santé, prévention, parcours de soins. Voilà, pour vous donner un peu le cadre. Et en l'occurrence, juste pour rebondir sur les frais de fonctionnement quand même, parce que c'est important, la Fondation NES, elle rejoint un peu les deux éléments qui ont été partagés, c'est-à-dire que comme notre mission, c'est prendre soin de l'humain dans la santé, notre ligne directrice, c'est l'humain, c'est un peu difficile de mettre de côté l'humain, du coup, dans le projet. Donc la Fondation s'applique cette règle et, en l'occurrence, va soutenir premièrement les frais de fonctionnement inhérents au projet. Mais là, il n'y a pas de pourcentage de notre côté. Donc quand c'est justifié et qu'il y a beaucoup de frais RH, parce qu'il y a des femmes et des hommes derrière ces projets, il n'est pas possible de mettre ça en place sans ces personnes. On va soutenir les frais de fonctionnement liés au projet, et je n'entends pas seulement frais RH, mais s'il y a frais de communication, frais de gestion administrative, et que c'est justifié, alors la Fondation ira soutenir ces éléments-là. Voilà, ça c'est la première chose. Pour revenir sur ce qu'a dit Camille, qui est l'accompagnement à la modélisation, au changement d'échelle, la Fondation a pour objectif de permettre aux structures qu'on accompagne de changer d'échelle, d'essaimer, de modéliser. Et dans ce cadre, elle accompagne les structures en plus du soutien financier qui est donné au projet. Elle propose un accompagnement à l'évaluation d'impact social. Donc, pour expliquer un peu ce que c'est, au cas où c'est pas clair, il y a différents types d'évaluations qui existent. Celle qu'on connaît pratiquement tous, c'est celle du reporting, donc de remonter l'information grandement quantitative sur l'action, mais ça ne permet pas de prouver la pertinence de l'action et l'impact de l'action sur les bénéficiaires finaux dans la vraie vie. Donc, nous proposons, en plus de ce soutien financier, l'accompagnement à l'évaluation d'impact social. Pourquoi ? Parce que ça permet aux structures de, premièrement, s'autonomiser, c'est-à-dire avoir des méthodes qui leur sont expliquées pour évaluer l'impact social de leur action. Mais en plus de ça, ça leur permet de diffuser la pertinence de leur action, donc d'aller chercher, de prouver la pertinence et d'aller chercher d'autres mécènes pour par la suite obtenir d'autres financements. Donc c'est un cercle vertueux. Puis en plus de ça, ça leur permet aussi d'améliorer leur action. C'est-à-dire, quand on fait cette évaluation d'impact social, on va essayer de comprendre quel est son impact. Voilà, qu'est-ce que je recherche comme impact avec ce projet. Quel type d'indicateur je veux mettre en place pour prouver cet impact. Et en faisant ça, on a des résultats par la suite qui sont hyper positifs et peut-être parfois qui mettent en avant des zones d'amélioration du projet. Donc, il y a des préconisations qui ressortent de cette évaluation. Et c'est très intéressant pour les structures qui peuvent adapter leur action pour pouvoir toucher au mieux les bénéficiaires. Voilà. Donc, c'est un dispositif qui a été construit vraiment par la Fondation en partenariat avec une agence de mesures d'impact qui est l'agence phare. Et du coup, pour repréciser comment ça fonctionne, effectivement, donc les projets sont lauréats de la Fondation NES sur leur sujet de l'humain en santé, et vous proposez en supplément, et c'est facultatif aussi en fonction des associations qui peut-être ont déjà une mesure d'impact ou ne souhaitent pas forcément se lancer dans la démarche tout de suite, mais voilà, mais vous le proposez de dire en plus de la dotation qu'on va vous verser, si vous le souhaitez, vous rentrez dans le dispositif et vous êtes accompagné par l'agence phare sur votre mesure d'impact qui évidemment ensuite est remontée à la Fondation et permet d'avoir une vision un peu plus long terme des projets qui sont menés. Et après, il y a un sujet d'appropriation aussi des résultats sur quel est le rôle aussi de la Fondation quand les résultats de la mesure d'impact mettent au jour qu'il y a telle ou telle éventuelle amélioration à apporter dans la mécanique, dans le fonctionnement de l'asso. Comment est-ce que se positionne aussi la Fondation sur la suite ? Alors, déjà, je réponds sur la première partie. Donc, en effet, la Fondation propose ça. Donc, c'est pas obligatoire pour les structures qui sont soutenues.
C'est en 2 temps. La première partie, c'est la formation collective des lauréats. Donc l'idée, c'est vraiment de leur expliciter quelle est la démarche, quel est l'intérêt de cette démarche, quelle est la différence dans les différents types d'évaluation, quelles sont les méthodes qu'on peut mettre en place, quels sont les freins qui peuvent exister en interne, parce qu'il y en a beaucoup. Sur l'évaluation, il y en a, je vous donne des exemples. Par exemple, une structure peut se dire « j'aurai jamais le temps ». J'aurai jamais le temps de mettre en place cette évaluation. Donc là, c'est à nous de leur expliquer comment ça se passe, quels sont les moyens pour faire. Donc ça dépend. Il y a des structures qui ont un staff important et qui peuvent permettre d'avoir une personne dédiée à l'évaluation. Il y en a d'autres qui disent nous, on est vraiment sur le terrain, on n'a pas le temps, donc on peut mettre en place des évaluations externalisées. Ça demande toujours un peu de temps quand même pour permettre au cabinet d'avoir accès au terrain, forcément de gestion logistique, mais c'est un réel investissement pour la suite, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Il y a d'autres freins. Il y a un autre frein qui est intéressant aussi, c'est le frein que peuvent se poser certaines structures qui est je ne sais pas quel type de résultat je vais avoir à la fin, qu'est-ce que va penser le mécène. C'est normal. Donc on leur explique que cette évaluation qu'on propose, elle est mise en place pour eux. Donc c'est la première chose. Elle n'est pas forcément à diffuser. L'idée, c'est un outil interne pour la structure et que ça va être co-construit avec l'agence. Nous, Fondation, on va être là au départ, on va être là à la fin, mais on ne sera pas là pendant. Donc on va les laisser donner les informations qu'ils veulent donner sur le projet, puisque in fine, c'est pour eux. Donc évidemment, c'est intéressant pour nous, puisque en parallèle de ça, la Fondation NES a une démarche qu'elle s'applique aussi à elle-même, donc elle s'auto-évalue. On évalue l'impact de la Fondation par son soutien sur les bénéficiaires finaux. Et donc on récolte aussi des indicateurs globaux, transverses aux différentes actions qu'on soutient, mais c'est d'abord pour le porteur de projet. Donc il y a cette formation d'abord. Puis après, si le porteur de projet est intéressé et si c'est possible, parce que ça peut ne pas être possible pour X raisons, voilà, c'est pas le moment. Par exemple, l'année dernière, ça a été compliqué. Il y en a qui voulaient mettre en place l'évaluation, mais qui pouvaient pas parce qu'à cause du Covid, leur action n'était pas la même qu'en temps normal. On l'a pas fait, on a attendu. Il y en a qui ont dit, écoutez, moi je ne peux pas mettre en place cette évaluation aujourd'hui, là c'est trop compliqué, nous sommes dans un changement d'échelle, là maintenant on va attendre un petit peu. Bon voilà, en fonction. Il y en a certains qui ont d'autres problématiques sur le terrain, par exemple des problématiques de gouvernance, qui nous en font part et qui nous disent, voilà, aujourd'hui, ce serait dommage de mettre en place cette évaluation, mais peut-être plus tard, ça. Bref. À partir du moment où ils acceptent de le faire, l'idée, c'est de les accompagner individuellement pour mettre en place cette évaluation via le cabinet phare. Il y a différentes étapes, mais la première, c'est l'identification des impacts et des indicateurs avec l'agence. Puis après, il y a c'est une évaluation qui met du temps. Je préfère le dire. En général, nos évaluations sont entre 6 mois et 1 an. Donc c'est un temps assez important, mais ça permet surtout de prouver à la fin ce que ça permet pour le bénéficiaire. Et donc c'est pour ça que ça met du temps. Par rapport, je réponds juste à la deuxième question, pardon. Par rapport à l'utilisation des résultats, comme on a démarré cette démarche l'année dernière véritablement, on a eu 2 sessions de formation collective et on commence seulement à avoir des résultats des premiers accompagnements individuels. On est en train de construire ça en fait au fur et à mesure. Donc là, l'idée c'est de savoir déjà comment on valorise ces résultats. Des résultats qui, comme j'ai dit tout à l'heure, sont parfois extrêmement positifs et parfois, à l'intérieur, il y a des éléments qui peuvent être des zones d'amélioration du projet. Comment on détermine ça avec le porteur de projet? Qu'est-ce qu'on met en avant? Est-ce qu'ils veulent qu'on diffuse? Comment on diffuse? Et puis surtout, le vrai sujet pour le porteur, c'est comment il va utiliser ces résultats. Parce qu'avant, en mettant cette démarche en place, il faut dès le départ se dire mais comment je vais capitaliser sur ces résultats qui vont permettre, donc, le fait d'avoir une agence extérieure qui vient expliquer la pertinence de l'action, c'est encore plus probant pour la structure. Et donc, comment elle va faire? Est-ce qu'elle va réunir ses partenaires à qui est sollicité pour leur expliquer? Est-ce qu'elle va aller par la suite mettre en place un plaidoyer? Enfin bref, donc c'est très intéressant de réfléchir à ça dès le départ. Super, merci beaucoup. On est très très en retard, donc j'accélère. On va essayer de passer sur la dernière partie qui est donc au-delà du constat des différentes façons d'y répondre, quels vont être les facteurs de succès pour que ça fonctionne et pour que comment est-ce que ce shift il a été possible à la Fondation Transdev et à la Fondation NES. Et en préparant avec vous, on a identifié un peu 3 facteurs du succès.
Je vais les inverser du coup dans la façon pour vous redonner la parole. Évidemment, il y a la partie qualité de la relation partenariale. Stéphanie, vous en parliez. En fait, c'est né aussi du retour de terrain, de l'échange avec les porteurs de projets et le fait que vous aujourd'hui vous instaurez des échanges très réguliers avec les équipes pour à la fois sourcer des projets comme on l'a vu sur le terrain, mais aussi leur faire remonter leurs sujets, leurs problématiques et leur mode de fonctionnement qui vous permettent ensuite d'ajuster effectivement la façon dont vous souhaitez les accompagner et qui a permis aussi ce changement d'approche dans le voilà. Et donc peut-être nous dire un peu comment est-ce que vous construisez ça aujourd'hui avec les projets que vous soutenez. Alors, que je le disais tout à l'heure, il y a déjà un accompagnement à l'instruction, et ça, c'est extrêmement apprécié des associations, en fait. Presque toutes me disent qu'on est probablement une des seules fondations qui fait du soutien à l'instruction. Deuxièmement, après l'instruction, on se déplace, en fait c'est moi qui me déplace sur le terrain et je vais rencontrer les associations, alors évidemment sauf en période de Covid, mais je vais rencontrer les associations qui présentent un dossier pour le soutien. Et donc, je vais rencontrer les équipes. C'est jamais mieux que... Il y a rien de mieux, en fait, qu'un contact physique direct par rapport à des dossiers qui, évidemment, dans un premier temps, sont déposés sur le plan numérique. Et puis, ensuite, en fait, nous, on a besoin de photos et d'articles pour notre communication. Donc, on a un rédacteur qui prend contact avec l'association de manière à écrire des articles et on a un photographe qui se déplace. Et donc, on offre les photos et on offre les éléments de langage et les articles aux associations pour qu'elles puissent les utiliser. Et enfin, au quotidien, à la toute fin, quand on a des très beaux projets, on ne peut pas le faire avec tous les projets, évidemment, parce que ça a un coût important, mais quand il y a des très beaux projets avec beaucoup de choses à montrer, en fait, on organise, si elle le souhaite, une inauguration de projet. Et donc, à ce moment-là, quand on fait l'inauguration de projet, on prend en charge tous les coûts de l'inauguration de projet. Et donc, de fait, on est en contact avec les associations au moins, on va dire pendant le déroulé du projet, au moins 8 fois, entre l'instruction, la visite, le rédacteur, le photographe, la préparation de l'inauguration. Et évidemment, il se développe des relations amicales et on cherche la plupart du temps. Et bien sûr, il y a le correspondant et le parrain sur place. Et donc, on cherche à les aider dans leurs sujets, qui sont des sujets hors projet, en fait. Et quand il y a besoin de mécénat de compétences, eh bien, on fait aussi du mécénat de compétences. Et donc, de fait, les relations, elles perdurent très longtemps après le projet, en fait. Moi, je pense, ça m'arrive fréquemment d'appeler une association qu'on a soutenue 3-4 ans avant ou 5 ans avant. Et en fait, comme on a rencontré les personnes physiquement, en fait, il y a un lien durable qui se crée. Voilà. Donc, il y a vraiment cette relation partenariale qui s'instaure et le fait d'établir des contacts réguliers à la fois pour évidemment évaluer la qualité du partenariat, mais aussi être capable de capter aussi des signaux faibles sur des sujets hors projet ou hors scope de ce qui est financé par la fondation, mais sur lesquels vous pourriez aussi avoir un apport tant en compétences qu'en coup de pouce, qu'en mentorat, etc. Et Lorraine, un deuxième facteur, toi ce que tu me disais, c'est aussi la partie individualisation du suivi, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la qualité du contact, mais aussi l'effort de diagnostic notamment qui est réalisé au début du projet pour réussir à avoir une approche très personnalisée. Oui, tout à fait. Alors, je préfère préciser quand même que nous, on est une fondation qui est née véritablement en 2019, et en l'occurrence, on accompagne 26 projets à ce stade avec une équipe donc de 4 personnes et demie, un délégué général, 3 chargés de mission et une personne en plus un tiers du temps, plus administratif. Et en l'occurrence, ça permet d'avoir un suivi très individuel, très proche finalement de la structure et un peu, comme vous venez de le dire, d'être véritablement sur le terrain. Parce qu'en effet, si on ne va pas sur le terrain, on ne se rend absolument pas compte de la vraie vie du porteur. Mais ce qu'on essaie de faire d'ailleurs à ce sujet, c'est dès le départ, dès la convention, de commencer à créer des liens de confiance, parce que c'est vraiment le sujet, la confiance entre le porteur et le mécène.
et d'aller sur le terrain. Aller sur le terrain, pas seulement nous, équipe opérationnelle, mais d'emmener nos administrateurs. Parce que les administrateurs, parfois, voilà, tranchent sur des sujets, mais n'ont pas vu ce que c'était vraiment la réalité du terrain. C'est important que quand ils tranchent le jour J, il y en ait au moins un qui témoigne sur ce que c'est vraiment. On essaie également d'avoir des temps d'échange. On n'en a peut-être pas 8 par porteur, mais on a essayé de mettre en place durant l'année d'accompagnement, et je précise que nous on a une volonté d'accompagner sur 3 ans d'emblée, hein, donc on a des étapes tous les ans, mais l'idée c'est vraiment d'accompagner sur le temps long la structure, et sur l'année il y a au moins institutionnalisé un temps au milieu de bilan intermédiaire et un temps final, mais entre les deux il y a pas mal d'échanges. Et au fur et à mesure des échanges avec ces porteurs de projets, on se rend compte que certains ont des problématiques différentes. Par exemple, voilà, je vous donne un exemple, et je pense que tout est basé sur la confiance, parce qu'on ne pourrait pas le savoir s'ils ne nous disaient pas, voilà, j'ai tel problème. Par exemple, un porteur de projet qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, a un sujet de gouvernance. Il pourrait ne pas nous le dire. Il pourrait se dire, je ne vais pas le partager au mécène. Qu'est-ce qu'il va penser? Mais nous, ils viennent nous voir pour nous dire, voilà, moi j'ai un problème de gouvernance, comment on peut faire? Est-ce que vous avez des idées? Donc nous, on essaie de voir comment on peut les aider. Et en l'occurrence, on a eu un porteur de projet qui a eu ce problème. Il s'avère que c'est un service hospitalier, puisque nous soutenons également un service hospitalier. Et on a une structure en interne, une des entités du groupe, qui a pu faire un diagnostic pro bono pour eux sur la gouvernance. Ça, c'est un cas particulier. Ou alors, une structure qui dit bah, « moi, ça marche super bien, mais j'ai un problème, j'arrive pas à changer d'échelle, j'arrive pas à faire connaître mon problème, mon sujet au pouvoir public. » Donc, nous, on essaie de créer du lien, de faire du réseau, de venir avec eux porter le projet. Ou alors, une structure qui, on se rend compte, et c'est ce que a dit Atina tout à l'heure, voilà, ils sont tellement... la tête dans le terrain, quoi. Ils sont sur le terrain, ils n'ont pas le temps de valoriser leur projet. Donc ils sont là en train de dire voilà, moi c'est génial, mais j'ai pas le temps, j'ai même pas le staff pour écrire, valoriser, diffuser ce que je suis en train de faire. Donc nous, on essaye de communiquer sur eux, de valoriser les porteurs via des articles qui parfois sont utilisés comme presque brochure du projet, puisque eux n'ont pas de site, n'ont pas de voilà. Souvent les services hospitaliers d'ailleurs sont dans ce cas-là et vont utiliser cet article pour valoriser, pour faire connaître. Donc voilà, je pense que pour faire ça, il faut donner un certain temps à la structure. Et encore une fois, c'est possible aussi parce qu'on a peu de projets. Je pense que si on change d'échelle, ça va être un peu compliqué. C'est ça, c'est ce que vous disiez aussi sur le rapport entre l'équipe de la Fondation et le nombre de projets soutenus et la capacité qu'on a à les suivre un peu individuellement. Oui, moi je constate que si tout ce qu'on fait est possible, c'est parce que on a maximum 40-45 projets par an. Et donc, de fait, ça nous laisse du temps. C'est sûr que si on avait 100 projets ou 150 projets, très probablement, ce qu'on serait obligé, c'est de discuter avec des têtes de réseau et puis de demander qu'on nous remonte des éléments projets. En fait, on n'aurait pas... voilà, on pourrait pas individualiser la relation, ça c'est certain. On ferait probablement plus de défiscalisation et plus d'images. Alors là, on a parlé un peu de l'aspect terrain humain et c'est intéressant de vous entendre parler aussi avec votre retour voilà de relations au quotidien. Peut-être que je vais laisser la parole à Mathilde pour objectiver aussi un peu ce sujet. On parle de confiance, on parle de suivi individualisé. Peut-être Mathilde, tu peux dézoomer un petit peu. Quand on a préparé, tu me disais bah voilà le cœur du sujet, ce qui transparaît en fait dans ce que comme vous disiez, c'est de s'adapter et de prendre en compte le modèle socio-économique global de chaque organisation et de l'accompagner en fonction de là où elle se trouve au moment où la rencontre se fait, et que du coup il y avait une difficulté de ce qu'on s'est dit, est-ce qu'on donne une recette ce matin, un truc le conseil ultime universel pour que ça fonctionne, et le constat c'est qu'en fait voilà il n'y a pas de ratio universel ou de chiffres clés qui pourraient dire bah voilà pour que ça fonctionne on finance tel sujet fonctionnement salaire, tel sujet investissement, et qu'en fait voilà ça se construit vraiment dans le lien. Voilà, donc je te laisse peut-être compléter là-dessus, Mathilde, par rapport à ce que tu observes dans le réseau et dans le secteur associatif à ce sujet.
Oui, effectivement, hein, il n'y a pas de recette de type. Tout dépend du modèle socio-économique, hein, tu l'as dit, de chaque structure. Alors, ça oblige un petit peu à prendre un petit peu de hauteur, à une vision un petit peu macro. Comme disait Madame tout à l'heure, ça prend toujours un petit peu de temps. C'est encore du fonctionnement des équipes, mais ça vaut le coup. Pour pouvoir faire comprendre aussi, alors que ça soit au grand public, aux mécènes ou à l'État, hein, aux financeurs, comment fonctionne sa structure, quelles sont ses particularités, et pouvoir ensuite pouvoir dire sur tel projet on a tel frais de fonctionnement, mais il y a aussi tel frais qui sont engendrés dans la structure et qu'il faut prendre en charge également. Donc alors le modèle socio-économique, bon, c'est un terme un petit peu conceptuel qui vise en fait à décrire l'ensemble des principes de financement et d'exercice de l'activité d'une organisation. Donc ça veut dire tout ce qui est les types et les poids des ressources et des dépenses, que ça soit donc pour les missions sociales, les frais de collecte, les frais de fonctionnement, mais aussi pour tout ce qui est ressources non monétaires, mais néanmoins économiques, comme par exemple le bénévolat, les dons en nature, etc., qui peuvent avoir un rôle très important dans le modèle socio-économique aussi d'une organisation. Donc pour chaque organisation, même si parfois on a des organisations qui ont des causes très voisines, ça sera pas du tout le même modèle socio-économique, avec une histoire différente, avec un réseau différent, des bénévoles, pas de bénévoles, des charges et des ressources qui découlent directement de ce modèle socio-économique. On aura par exemple des grosses différences entre une organisation de type fédéral, une organisation de type unitaire. Évidemment, il y a tout ce qui est coût de contrôle de ce qui se passe dans les unités décentralisées, de remontée d'informations, de reporting, etc., qu'on n'aura pas dans une organisation plus centralisée, plus unitaire. Il y a aussi tout ce qui dépend de la nature de l'action d'une organisation, si elle est redistributrice uniquement ou si elle est aussi opératrice ou elle n'est que opératrice. Voilà, ça fait aussi des structures de coûts différentes. On a aussi tout ce qui est localisation de l'action. Ça sera pas la même chose de payer des salaires en France que de payer des salaires dans un pays en développement où les salaires sont plus bas, etc. Voilà, on a plein de choses qui permettent de pouvoir dire, même avec une cause similaire, une organisation ne peut pas avoir le même modèle socio-économique qu'une organisation, une autre organisation. On le voit aussi, par exemple, au niveau de la collecte, une organisation qui reçoit beaucoup de legs ou beaucoup de mécénats, va forcément avoir des frais de collecte beaucoup moins élevés qu'une organisation qui a des frais de marketing direct et qui ne reçoit quasiment que des dons manuels. On va avoir aussi les organisations qui gèrent des établissements, qui reçoivent beaucoup de subventions du public ou de l'État ou du prix de journée, qui vont permettre de prendre en charge aussi un certain nombre de coûts de fonctionnement, ce qui ne sera pas le cas pour une organisation qui ne reçoit que des dons. Une organisation, pareil, il y a aussi tout ce qui est lié au contexte, une organisation qui est très médiatisée ou qui est portée par une personne connue, va forcément avoir des dons des dons spontanés plus importants qu'une organisation qui doit déployer beaucoup d'investissements. Donc tout ça permet de se dire, il faut que je puisse présenter aux mécènes, puisque c'est les mécènes qu'on parle aujourd'hui, un modèle. Le modèle de mon organisation, c'est pas parce que j'ai la même cause que telle autre organisation qu'il connaît déjà que je vais avoir le même modèle socio-économique, et ça permettra de lui exposer quelles sont les charges qui sont inhérentes à la structure et qui sont justifiées du fait de ce modèle. Alors c'est bien sûr pas possible de déterminer des ratios universels. Ça c'est quelque chose, que ça soit pour le fonctionnement ou la collecte, c'est impossible. D'ailleurs, on n'a pas ça non plus en comptabilité générale. On a des charges et on ne détermine pas à quoi ces charges doivent servir. Donc c'est pareil que pour une entreprise, on ne pourra pas déterminer ça de manière homogène pour toutes les organisations. C'est à chaque organisation, j'ai utilisé le terme d'arbitraire tout à l'heure, c'est arbitraire mais pas dans un sens négatif, c'est-à-dire chaque organisation doit vraiment déterminer ce qui peuvent être des ratios de frais de fonctionnement qui sont cohérents avec son modèle socio-économique et adaptés aussi à la pérennité de sa structure, puisque c'est ça l'ultime
l'ultime but. Juste sur le bénévolat et le don nature, parce que je sais que c'est pas souvent, c'est quelque chose qui est un peu flottant. Alors avec le nouveau plan comptable, donc ça a tendance, donc le nouveau plan comptable qui incite, qui oblige en fait les organisations à valoriser le bénévolat dans les comptes. Néanmoins, ça reste en pied de compte. Donc, on va toujours avoir du bénévolat qui est une charge, parce que il faut recruter les bénévoles, les encadrer. Il y a tout un tas de frais qui sont liés au bénévolat, et les ressources en face sont beaucoup plus difficiles à déterminer. Donc, tout ça, vraiment, faut l'expliquer aux mécènes. Ça a été dit aussi un peu tout à l'heure. Il y a des mécènes qui connaissent pas du tout le secteur associatif, et puis ces petites particularités, et qui, même en regardant le compte de résultat, le bilan, etc., vont pas forcément se rendre compte de ce que ça veut dire derrière en termes de modèles socio-économiques. C'est ça qu'on a, socio et économiques. Voilà. Et du coup, Mathilde, pendant que tu as la parole, peut-être on parlait aussi en termes très très concrets. Donc, il y a des porteurs de projets dans la salle, il y a des mécènes. Quels sont les outils qu'on peut utiliser là pour ceux qui veulent ressortir de la pièce ce matin et se dire du coup, comment est-ce que j'essaye de mettre ça en place, et dire que la convention de partenariat, déjà, c'est un outil qui permet aussi de contractualiser un certain nombre de choses entre le mécène et le porteur de projet, et d'établir un peu le fléchage des dons, et de se servir peut-être de ce prétexte-là pour entamer la discussion sur l'affectation des dons. Et puis nous parler aussi peut-être de l'outil développé par le don en confiance, le petit leaflet de l'essentiel auquel les porteurs de projets peuvent se référer, peut-être pour retrouver un peu les grands volumes et les grands natures de charges dont elles peuvent qu'elles doivent justifier. Tout à fait. Alors déjà, la base, c'est la comptabilité analytique. Au moins, avoir un tableau Excel qui permet de répartir. Ça a été très bien expliqué par Madame tout à l'heure. Même sur un tableau Excel, ça peut pas être fait pour des montants énormes, des structures énormes, mais une petite organisation, en tout cas, elle peut le faire. Alors évidemment, la base, c'est la relation de transparence et de confiance avec les mécènes. C'est exactement la même chose pour les donateurs particuliers. Néanmoins, c'est vrai que la rédaction d'une convention permet quand même, ne serait-ce que d'acter en fait c'est les principes qui ont été présentés tout à l'heure sur le séquencement du versement des fonds que décrivait Madame tout à l'heure à la Fondation Transdev, ou alors décrire aussi ce que le mécène s'engage à prendre en charge en termes de frais de fonctionnement. Voilà, ça peut être une page de convention, c'est pas forcément quelque chose de très compliqué avec plein d'articles juridiques, mais c'est quand même la base pour une relation quand même équilibrée et transparente entre un mécène et un porteur de projet. Alors, l'essentiel, donc cet outil qu'on a développé, dont tu viens juste de parler, effectivement, c'est lié au modèle socio-économique. C'est-à-dire que pour pouvoir présenter un modèle socio-économique, que ce soit aux donateurs, personnes physiques ou aux mécènes, nous on a développé un outil qui s'appelle l'essentiel. C'est-à-dire que c'est un document succinct qui permet de présenter comment l'organisation, ce qu'est l'organisation déjà, au-delà de ses statuts, de son projet associatif, etc., ce qu'elle est en manière très rapide, et les fonds qu'elle a collectés et comment elle les a employés. Voilà. Donc il y a un certain nombre de rubriques dans cet essentiel. En général, alors on demande à ce qu'il soit pas très très long. Alors, il est obligatoire pour toutes les organisations labellisées Don en confiance, mais il est aussi réalisé par toute organisation qui le souhaite, et de toute façon chaque organisation peut en faire un. Ça permettra d'objectiver la demande de financement, ça permet de rendre des comptes, ça permet d'avoir une vision globale de son organisation. Et ça permet également, au-delà des chiffres, d'avoir des explications, de resituer l'organisation dans son contexte, c'est ça qui est important. Donc, pour pouvoir réaliser cet essentiel, on a publié un guide l'année dernière. Alors, ce guide, il est accessible pour toutes les organisations sur notre site internet. Je sais pas si je peux faire un partage d'écran pour le montrer. Mathieu me dit que oui. Voilà, on est au summum de l'innovation là. Non, je peux pas. On n'arrête plus le test. Il veut pas parce que vous m'avez désactivé l'animateur. Je peux pas partager. Bon, du coup, je sais pas. Bon, c'est tout. Sinon, il est sur notre site internet, et si vous souhaitez l'avoir en version papier, je peux aussi en
en envoyer à ceux qui le souhaitent. Dans ce guide, donc, il y a effectivement toutes les informations pour pouvoir réaliser son essentiel. Il y a aussi des éléments de définition par rapport au plan comptable, donc tout ce qu'on disait tout à l'heure sur les structures de charge. Et il y a aussi un focus sur les ratios, avec des ratios types pour les organisations qui veulent publier des ratios, afin qu'ils soient bien cohérents et bien signifiants, surtout, parce que c'est ça qui est important. Il y a des annexes aussi sur ce sujet-là. Bon, je peux pas toujours pas partager l'écran, donc je suis désolée. Non, ben on mettra le lien on mettra le lien vers le guide dans le compte rendu qu'on fera de la table ronde. Donc voilà, comme ça on pourra donner à chacun l'accès au guide. Avant de Ça y est. Attends. Hop. J'avoue que d'un point de vue timing, voilà. Ça m'arrangeait qu'on soit. Voilà. Hop. C'est lui. Ok. Bon, très bien. Comme ça, on voit à quoi ça ressemble et puis on mettra l'adresse pour que tout le monde puisse s'y référer. Voilà, pour ceux qui cherchaient peut-être un outil pour définir leur modèle socio-économique et avoir une médiation avec le mécène, savoir que ça existe. Avant juste de laisser la parole à la salle pour les questions, un petit mot de la fin avec Atina pour reboucler un peu sur ces sujets de relations de confiance. C'est vrai que c'est un sujet qu'on a beaucoup développé quand on a préparé et une formule magique était apparue, c'était fundraising égale friend raising. Alors là, voilà, c'est peut-être la meilleure conclusion, mais voilà, comment tu peux nous parler de cette phrase, j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est une relation de confiance avant tout et de partir du postulat qu'à la fois que chaque partie prenante part sur de bonnes intentions en fait. Quel est l'objectif final et de faire confiance. Pour moi vraiment, plus Révèle, on est sur le sujet de se faire confiance et faire confiance et c'est vraiment la même chose. En tout cas moi que je construis avec mes équipes, avec nos partenaires et ça passe par partager. C'est pas juste dire on a fait, c'est on se questionne, on a besoin. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident au début. C'est-à-dire qu'on n'est pas expert de tout. On n'est pas. On peut pas tout faire, tout savoir. Métier. Ouais. Et moi, je suis pas une expert comptable. Et les chiffres, c'est pas mon truc. J'ai appris, j'ai été accompagnée, j'ai demandé de l'aide à mes partenaires en leur disant mais moi je veux bien rendre des comptes en ayant un fléchage hyper précis, mais accompagnez-moi. On fait comment? Voilà. Et je pense que c'est important aussi d'être vraiment dans cette communication, d'être soi avec le mécène, d'expliquer les choses et aussi parfois de dire non. Je pense que c'est aussi ça. Il n'y a pas de. C'est vraiment une question aussi de construire ensemble. Avec un mécène, on est ensemble dans une aventure au service de bénéficiaires. Et je crois que ça faut toujours le remettre devant, c'est quoi l'objectif final en fait. Et quand on arrive à construire cette relation de confiance, on grandit ensemble aussi avec le mécène quoi. Et je pense que c'est beaucoup de ça et c'est de la rencontre, c'est du plaisir, c'est tout ça et c'est très important. Et juste une dernière chose aussi qui me semble importante parce que le sujet c'est la responsabilité des mécènes sur l'emploi associatif. La question de l'emploi associatif justement et de se dire parce qu'on travaille dans une asso, on va être mal payé. Ça je pense qu'il faut arrêter. Au contraire, parce que c'est la question de la création de la valeur. Qui crée plus de valeur que qui? Ou en tout cas, les personnes qui sont sur le terrain, qui transforment, et là je parle pour tout le secteur associatif, qui transforment des trajectoires de vie, qui accompagnent des publics vulnérables, ils créent une sacrée valeur quand même. Et pourquoi est-ce que ces gens-là devraient être payés au SMIC ou en tout cas 26% de moins que le secteur public. Donc c'est vraiment la question de la valeur créée et comment les mécènes, parce qu'ils ont un pouvoir, comment les mécènes peuvent aussi être vigilants à ça dans la façon dont ils vont accompagner les porteurs de projets et de permettre en fait pour bien accompagner les bénéficiaires, il faut bien accompagner le porteur du projet et ses équipes. Je crois que c'est ça aussi qui est important aujourd'hui, cette nécessité d'accompagner les équipes à grandir, à bien grandir pour mieux impacter les bénéficiaires et prendre du temps sur de la montée en compétences, prendre du temps sur, par exemple, là nous on travaille avec un cabinet qui s'appelle Sillage, qui accompagne toute l'équipe sur le travail sur la vision, la mission, quelles sont nos valeurs et concrètement quels sont les principes d'action et comment on s'organise en équipe, les rôles de chacun, etc. Et ça c'est un travail qu'on fait en collectif. Et pour moi,
les mécènes réussissent de plus en plus à accompagner les associations là-dedans, c'est là où on va démultiplier les impacts. Parce qu'une équipe bien, qui se sent bien, qui est épanouie, c'est des bénéficiaires épanouis. Voilà. On s'arrêtera là, du coup. Là, il y a plus rien. Peut-être, Oriane, je te passe mon micro et on le fait circuler pour d'éventuelles questions à nos intervenantes. Y a-t-il des questions? Bonjour. Rémi, moi j'accompagne le développement d'une association dans le domaine de la santé mentale destinée aux jeunes adultes. Ça s'appelle la Maison Perchée. Et j'avais deux questions en fait. La première, c'est sur le business model, parce qu'en fait, je trouve qu'Atina, vous avez dit au début, on essaye de se rendre un peu plus indépendant des mécènes. Et donc, du coup, je voulais savoir si vous aviez des sources de revenus et finalement quel ratio ça pouvait représenter dans le budget de l'association. Et puis après, la deuxième question, sinon, c'est sur les loyers aussi. Nous, on a vocation à ouvrir des lieux. C'est des frais de fonctionnement. Dans certains endroits, ça peut coûter cher. Donc là, on a beaucoup parlé de salaire, mais voilà, c'est un autre exemple de charge. Chez Revel, on est financé à 60% par des fonds privés. Donc ça va être des entreprises, soit via le volet mécénat, soit via le volet RSE, soit via le volet ressources humaines, soit parfois marketing quand on est sur des notions des campagnes autour de valeurs communes. Et ensuite, on a 30% de fonds publics. Donc ça va être soit les contrats de ville, la direction régionale Île-de-France, la direction des droits des femmes, le conseil régional, la NCT, enfin voilà. On a 30% de fonds publics, on a à peu près 10% de donations, un petit peu moins, enfin mais voilà, c'est à peu près ça. Sur les loyers, du coup, je sais pas qui veut se lancer. C'est toujours un peu effectivement délicat parce que dans le cheminement qu'ont les mécènes, dans le soutien structurel aux associations, autant la partie humaine est de plus en plus prise en compte, autant sur les frais aussi de loyer, etc. Je sais que à la Fondation Transdev, c'est des sujets qui sont pas financés en tant que tels, qui peuvent être pris dans les projets, mais sur lesquels il y a aussi un peu de vigilance sur l'utilisation des fonds. Peut-être que Atina, tu auras un retour d'expérience aussi, mais peut-être... Pour moi, c'est pareil, en fait. C'est-à-dire que les équipes, elles sont dans un bureau. Hein, elles sont pas perchées. Donc, c'est-à-dire que si 50% du temps des équipes pour faire un projet est utilisé dans les locaux, enfin, je veux dire, à un moment donné, moi, c'est logique, en fait, que ce soit affecté proportionnellement. Enfin, je veux dire, elles peuvent pas travailler... enfin, voilà... voilà, ça fait partie du. Après voilà, enfin c'est enfin ça fait. On a besoin de locaux. Enfin, je veux dire, moi je connais aucune entreprise qui n'a pas de locaux, quoi. Enfin, c'est. C'est vrai que c'est quand même un peu différent entre ce qui se passe en Île-de-France et dans les régions. Nous, on soutient des projets locaux. Et donc, hors Île-de-France, en fait, souvent, les associations, elles sont hébergées par des locaux communaux, ou alors les locaux sont pas très, très onéreux. Et donc, en général, d'ailleurs, je trouve même qu'elles ont souvent des beaux locaux. En fait, pour aller les visiter, elles ont souvent des beaux locaux, plus beaux que ce qu'on peut trouver en Île-de-France. Forcément, la pression immobilière est moins forte. Alors après, c'est en train de changer avec les délocalisations et le développement du télétravail. Donc, évidemment, il y a un coût sur l'immobilier qui commence déjà à émerger, hein, en fait. Mais effectivement, nous, comme on ne soutient pas beaucoup de fonctionnement hors frais RH, de toute façon, toutes les associations qu'on connaît, elles ont en général des soutiens locaux qui viennent de la ville. C'est exactement ce que disait Atina. Et quand c'est des toutes petites associations, je pense par exemple à une association à Saint-Quentin dans l'Aisne, où ils nous avaient demandé un véhicule pour aider les personnes en précarité à déménager quand ils avaient des besoins. C'était des petites dames là qui étaient vraiment qui étaient très bénévoles et tout. Normalement, on ne soutient pas plus de 30% du montant du projet, mais en fait le comité est souverain et donc ce jour-là, ils ont dit bon, on va soutenir 90%. Donc ça arrive aussi. Évidemment, ça dépend de l'étude du dossier et de ce qu'on a vu à la visite, en fait. Oui.
Mais en fait, pour finir sur cette question, je pense qu'aussi, en plus, dans votre cas, il y a un peu une différence entre ce qui va relever du loyer de l'association en tant qu'association qui fonctionne. Et là, dans ces cas-là, on retombe un peu sur les mécaniques qu'on a vues de réintégrer les frais au prorata du projet, etc. Et puis, il y a le loyer dans le fait de créer des lieux. Et là, en fait, finalement, comme le projet, c'est d'être un lieu, le loyer, c'est plus un loyer, c'est le projet en lui-même. Et donc, c'est quasiment une vue, du coup, par certains mécènes, plutôt sur de l'investissement et pas sur du fonctionnement. Donc, en fait, là-dessus, il y a un peu deux aspects sur lesquels on peut jouer, je pense, auprès de ses partenaires. En Ile-de-France, que ce soit à Pantin, où moi je connais une association dans le 18e, enfin, qui est une entreprise qui a créé une association. Donc ils ont créé un tiers-lieu. Il est probable qu'ils ont, je leur ai jamais demandé, mais il est probable qu'ils ont des loyers onéreux. Et en fait, comme ils fonctionnent en tiers-lieu, ils créent leurs propres ressources. Ça, c'est l'État qui avait demandé ça, hein, que les associations créent leurs propres ressources. Après, c'est compliqué parce que quand les associations ont des propres ressources, finalement, Bercy dit ah ben non, vous n'avez pas le rescrit fiscal, et si vous n'avez pas le rescrit fiscal, eh bien du coup, les fondations peuvent pas vous accompagner. Donc il y a plein de choses complexes et difficiles à monter en fait. Mais le tiers-lieu est une réponse. Bonjour à toutes, merci pour cette conversation. Je m'appelle Miranda et je travaille pour l'association LOBA qui fait de la thérapie par la danse. Et moi, j'avais une question sur les stats que vous mentionnez au début. L'une des stats, c'était qu'il y a beaucoup plus de CDD dans les associations que de CDI, ce qui pose la question aussi du financement sur le long cours. Lorraine, vous disiez que vous financiez à 3 ans. Est-ce que vous voyez que c'est une dynamique qui commence à être de plus en place au sein des fondations? Et ça pose aussi du coup la question de comment est-ce qu'on fait en tant qu'association, parce qu'on est financé très ponctuellement et en fait c'est difficile de pérenniser les projets, mais aussi les gens qui, dans un secteur où c'est compliqué de trouver un CDI, vont peut-être ensuite bifurquer et aller dans d'autres directions. Alors moi, pour le voir avec, je pense que les partenaires ont compris l'intérêt qu'il y avait à financer, enfin commence de plus en plus à faire du pluriannuel. Donc à aller sur du 3 ans. Là, je pense que ça fait 2 ans à peu près que je sens que ça monte, et je pense qu'aussi les associations ont toutes ces enjeux-là en fait de création d'emplois, et comment tu fais pour que les gens restent pas déjà en CDD, parce que CDD, c'est de la précarité. On peut pas faire d'emprunt en fait quand on a un CDD. Donc c'est la question de la gestion du risque. Et je pense que là, moi, j'observe ces 2 dernières années qu'il y a de plus en plus de fondations qui vont vers du pluriannuel. Et après, je pense que là, c'est l'importance aussi de démultiplier, d'avoir des sources de financement, de pas mettre tous ses œufs dans le même panier en fait, et de pas avoir une dépendance, qu'elle soit publique ou privée, mais de travailler sur un modèle économique qui soit diverse. Et après, après c'est aussi comment notre capacité, nous en tant que structure associative, à prendre des risques, quoi, et à y croire et dire en fait. CDD, CDI, au final, enfin moi par exemple, je crois que je dois 1 CDD dans l'association sur 18, et en fait je ne fais quasiment plus de CDD. Et je me dis, mais en fait si ça se passe bien, enfin voilà, c'est aussi comment nous on travaille sur nos peurs dans la prise de risque, et enfin voilà, c'est un sujet complexe. Je sais pas si... Eh ben, moi, j'ai déjà dit un peu ce que la Fondation NES pensait sur ce sujet. On a d'ailleurs commencé, très honnêtement, à ne faire qu'1 an au départ. Donc ça fait 3 ans qu'on agit, et on s'est rapidement rendu compte que ça collait pas du tout aux besoins. Donc le conseil d'administration a évolué avec nous et avec les porteurs de projets pour se dire voilà, on va aller vers 3 ans. Et d'ailleurs, au-delà des 3 ans, s'il y a lieu et qu'il y a un autre projet où normalement au bout des 3 ans, le projet, on souhaite qu'il soit terminé entre guillemets, qu'il y ait une sortie positive, et c'est pour ça qu'on y plug de l'évaluation d'impact en plus, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ça permet par la suite d'aller chercher d'autres financeurs, etc. Mais si jamais voilà, il y a un autre projet qui est en lien avec prendre soin de l'humain dans la santé pour cette structure qu'on a déjà accompagnée 3 ans, elle peut tout à fait ne pas repasser par les dossiers, etc., et nous réexpliciter un projet. Voilà.
Oui, alors nous commençons à faire du pluriannuel cette année d'ailleurs. Nous n'en faisons que pour les associations qui essaiment, dont le modèle, par exemple, ça pourrait être Revel, donc pour les associations qui essaiment. Et sinon, d'autres associations m'ont déjà demandé, quand on leur a attribué une somme de 15 000 euros, par exemple, de leur attribuer la somme sur 3 ans, en fait, d'attribuer 5 000 euros par an, de telle manière que ça fasse effet de levier auprès d'autres et que eux puissent aller dire, mais pendant les 3 ans, vous voyez, on a la fondation Intel X. Et donc ça peut être une réponse pour les associations qui font pas de partenariat sur 3 ans. Évidemment, nous, le partenariat sur 3 ans, il s'est entendu parce qu'il y a des associations pour qui, finalement, enfin, qui ont des très gros budgets. Je pense à une association qui est hébergée au Philantrolab et qui nous dit c'est pas possible, tous les ans on vous fait un nouveau dossier et donc franchement ça serait quand même bien qu'on fasse autrement parce que c'est lourd en fait. Et donc évidemment, comme on connaît l'association, comme on sait que ce qu'ils font c'est exceptionnel, et bien évidemment j'ai validé ce sujet et donc on est parti sur cette association, enfin sur 3 associations, on est parti avec des contrats de 3 ans. Peut-être que ça se développera plus avant, mais on verra avec le retour d'expérience. On prend une dernière question, peut-être ? Soyons fous. Les associations sur la question des cofinancements. Et en fait, quand on présente un projet et qu'on vous demande des cofinanceurs. Et en fait, c'est un budget prévisionnel qu'on présente. C'est-à-dire qu'on ne sait pas à l'avance, on se donne les moyens, mais on ne sait pas à l'avance qu'on va obtenir tant de pourcents de telle fondation et tant de pourcents. Donc, et je pense que ça aussi, c'est important que les mécènes prennent conscience de ça. C'est-à-dire que c'est un budget prévisionnel et parfois, c'est pas qu'il n'y a pas l'envie, c'est qu'il y a des choses qui se passent et il peut arriver que le projet soit différent. Par contre, ce qui est important et d'où la relation de confiance, c'est de pouvoir le dire en fait tout de suite en disant en fait là ça va être un petit peu moins, donc du coup je vous propose cette réaffectation là parce que ceci et cela, et ça demande du coup de la part du porteur de projet, voilà, d'être assez carré, d'anticiper et vraiment d'être dans une relation de dire les choses quoi. Et je pense que nous aussi on gagne en fait à être dans cette transparence et dans cette confiance en fait. Sur les cofinancements, ce que je pourrais dire, c'est que à la Fondation Transdev, comme il y a des correspondants et des parrains, évidemment, il y a une relation de confiance au-delà de la Fondation qui se crée avec le territoire proche, en fait. Donc, effectivement, ils peuvent parler de ces sujets-là, ils peuvent nous en parler. Et de toute façon, je pense à une association en particulier qui n'avait pas eu les cofinancements. Et donc, en fait, nous, on leur garde l'argent pendant 1 an, renouvelable 1 an. Donc, en fait, ils peuvent chercher d'autres partenaires. Il n'y a pas de problème, on leur garde l'argent. Après, au bout de 2 ans, s'ils n'ont pas de partenaire, voilà, on est obligé de réaffecter parce qu'il y a d'autres associations qui demandent, en fait. Mais on garde l'argent pendant 2 ans. J'aimerais juste compléter ce qu'Atina vient de dire. Non seulement il y a ce côté-là de pouvoir parler et dire véritablement ce qu'il y a derrière ce budget prévisionnel, mais en plus de ça, je pense que, au contact des porteurs, je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui disent je sais pas comment je vais le présenter parce qu'à ce stade, je n'ai pas d'autres partenaires que vous. Et voilà, je vous le dis, vous êtes le seul partenaire. Et je rencontre d'autres mécènes qui se disent quand il n'y a pas d'autres partenaires, je me sens pas d'y aller. Or, aujourd'hui, nous, on a la chance d'avoir un conseil d'administration qui est un peu audacieux et qui y va quand même. Et ça permet par la suite à la structure de se dire, voilà, j'ai tel partenaire qui a cru en moi et par la suite, il y en a d'autres qui arrivent. Et donc, c'est important de prendre ça en compte quand on est mécène, parce que parfois, il faut prendre ce risque aussi du côté des mécènes pour permettre à la structure de se développer. Voilà. En fait, je pense pour conclure sur ce sujet d'expérience, évidemment, les cofinancements sont quand même quasiment systématiquement demandés par le mécène. Alors, est-ce que vous avez d'autres financeurs, d'autres cofinanceurs? Et effectivement, ce qu'on constate aussi avec vos 2 expériences, c'est que c'est pas nécessairement un élément bloquant, mais c'est aussi un élément d'assurance alors soit vous en avez, et tant mieux, parce que ça rassure aussi le mécène sur
le fait de pas tomber dans une situation de dépendance avec un mécène unique, etc. Et voilà, qui nourrit aussi d'autres sujets je préfère qu'on n'ouvre pas cette porte parce que sinon on va jamais la refermer. Mais donc, il y a ce sujet-là. Mais c'est pas un sujet bloquant, c'est aussi la capacité de tester le porteur de projet dans sa projection à court et moyen terme de, voilà, oui, là, on va peut-être nous nouer un partenariat ensemble, mais comment est-ce que vous donnez les moyens et la capacité d'aller aussi chercher d'autres mécènes. Et d'ailleurs, c'est aussi le rôle que, en tant que mécène, on peut vous aider à se faire l'ambassadeur de vos projets. Quand on est dans les réseaux auxquels on appartient aussi, de parler de ce projet et d'être capable d'aller chercher des cofinancements avec vous. Mais voilà, c'est évidemment un élément important de part et d'autre, mais pas un élément bloquant, puisque voilà, dans les cas de NES et de Transdev, quand il y a un sujet de blocage sur ce cofinancement, ça ne remet pas en péril pour autant le partenariat à court terme. Alors, s'il y a une dernière question, mais après vraiment, on va plutôt vous favoriser les échanges un peu informels ensuite, peut-être avec ceux qui resteront encore quelques minutes. Allez, on prend une dernière. Mais après, voilà, parce qu'il faut qu'on vous libère. Bonjour, merci pour les échanges de ce matin. Lorraine Planchon de la Fédération des acteurs de la solidarité Île-de-France. J'anime une mission pour approcher le secteur de l'insertion par l'activité économique et les mécènes et développer les coopérations. En fait, j'ai une question parce que on parlait beaucoup de relations bilatérales entre un porteur de projet, une association et le mécène, la fondation. Qu'en est-il d'impulser une dynamique collective, c'est-à-dire de faire en sorte que les porteurs de projets et plusieurs associations puissent se regrouper pour présenter un projet? Est-ce que c'est une démarche qui est impulsée par les entreprises, qui est plébiscitée? Enfin, est-ce que c'est recherché aujourd'hui? Voilà, c'est un petit peu ma question. Lorraine, je crois que chez la Fondation, vous essayez aussi de créer du lien entre vos différents porteurs de projets et peut-être d'avoir des éléments sur cette partie collective. Alors oui, on essaie de créer du lien. Bon, c'est un peu compliqué les 2 années qui viennent de passer parce qu'en visio c'est pas top. Mais on a essayé de créer du lien entre les porteurs de projets, de les faire réfléchir ensemble sur les thématiques et en l'occurrence celle sur laquelle on réfléchit en ce moment et de manière très approfondie, c'est la médiation en santé qui est une pratique qu'on retrouve au sein des différents porteurs de projets qu'on soutient. Mais pour rejoindre ce que vous venez de dire, la réflexion de se dire qu'on va travailler en commun, elle est intéressante pour les porteurs de projets entre eux, mais également pour les fondations entre elles. Et en l'occurrence, au début du collectif Migration, donc le comité Migration qui a été créé par la Fondation Sanofi, on a participé, nous, Fondation NES, puisque donc chaque fondation qui agissait auprès de ce public-là avait sa pierre à ramener, c'est-à-dire s'il y en avait un qui était plus sur l'éducation, un plus sur la santé, un plus sur tous les types d'actions qu'on pouvait avoir en direction des populations migrantes. Et en l'occurrence, ça a été très intéressant de travailler en commun pour essayer d'avoir un projet ensemble pour ce public-là. Ça a beaucoup plus d'impact et ça, c'est un véritable enjeu aujourd'hui auquel on doit réfléchir. Et nous, on y réfléchit, Fondation NES, mais on est jeunes. Donc, on ne va pas commencer à aller... Enfin, on va attendre un peu de grandir sur le sujet, de prendre soin de l'humain dans la santé avant de lancer potentiellement un collectif sur ce sujet. Mais c'est vraiment intéressant de réfléchir ensemble. Et donc, pour revenir sur les porteurs de projets, on va sûrement faire un atelier pour réfléchir ensemble à ce qu'est la médiation en santé pour eux, comment ils souhaitent le porter, parce que c'est une thématique qui n'est pas encore véritablement vulgarisée et qui pourtant est bien mise en place sur le terrain, dans les hôpitaux, sur le terrain auprès des structures associatives. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'est vrai que ce qu'on observe, je laisse la parole ensuite à Tina, mais ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus de réflexion sur le volet collectif en intérêt général. Donc, effectivement, les mécènes, au fur et à mesure de leur maturité, se posent la question de dire, je suis effectivement à côté d'autres fondations, à côté d'autres financeurs qui sont sur les mêmes sujets que moi. Comment est-ce que je peux jouer la complémentarité et comment est-ce que parfois, quand je suis toujours à côté de la même fondation en cofinancement, peut-être que ce serait bien qu'on sache un peu qui fait quoi et comment est-ce qu'on peut être complémentaire et comment est-ce qu'éventuellement parfois on peut soutenir ensemble. Donc c'est des sujets qui avance, mais voilà, avec aussi souvent le besoin pour une fondation, qu'elle soit privée ou d'entreprise, de d'abord un peu s'aguerrir et monter en compétence et en expertise sur le sujet avant de se projeter sur la partie collective. Et voilà, mais c'est des sujets qui commencent. Et effectivement, il y a eu un bel exemple avec le sujet des migrants impulsé par la Fondation Sanofi Espoir. Et côté porteur de projet, j'ai un peu moins de visibilité aujourd'hui. J'ai pas l'impression que ce soit encore très 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 développé. Je sais que les mécènes se posent la question parce qu'effectivement, quand on est dans le domaine, de l'éducation, on reçoit plein de projets et on se dit mais
Ceux-là, ils font des choses quasi similaires, du moins complémentaires. Ce serait intéressant de les entendre pitcher à deux, en fait, sur la façon dont ils ont de s'adresser un peu globalement au sujet. Et donc, je crois pas qu'il y ait des collectifs encore vraiment qui se soient constitués et proposé des projets consolider un mécène, mais je pense que c'est des choses sur lesquelles, chez Revel, vous réfléchissez aussi, peut-être de savoir comment vous inscrivez dans un écosystème avec d'autres assos que vous rencontrez dans vos lieux d'intervention, que vous savez que vos mécènes soutiennent également. Enfin voilà, j'imagine, ça fait peut-être partie aussi des pistes de développement de l'asso. Oui, ce que tu disais, en fait, pour que les associations travaillent ensemble, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte sur notamment le secteur de l'égalité des chances, qu'il y a plein d'acteurs, mais que chacun a sa spécificité. Mais pour faire ensemble, ça dépend beaucoup de la question du modèle économique. Et en fait, toutes les associations vont répondre finalement aux mêmes appels à projets. Et je pense qu'une manière de vraiment créer de la collaboration entre assos, sans être dans un truc de concurrence, parce que c'est la réalité. Aujourd'hui, on se retrouve en concurrence à répondre à des appels à projets. Si les mécènes, à un moment donné, se disent « Ok, maintenant, de changer le truc, c'est-à-dire de dire on va financer des projets, mais qui sont forcément portés par plusieurs acteurs, et que ça s'inscrit dans un parcours en fait d'impact. Donc toi, tu agis en amont, toi, tu agis là, mais ça demande de mettre en évidence les expertises des uns et des autres. Et je pense que si ça vient des mécènes, et je sens que ça commence à venir, je pense que là, dans les prochaines années, on va arriver de plus en plus à ça, pour justement avoir plus d'impact. Et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera vraiment à créer de la confiance entre les acteurs associatifs. Parce que tant qu'il y a cette question, c'est la pyramide de Maslow, quoi. Enfin, je veux dire, à la fin, il faut payer les salaires. Donc, chacun va avoir cet enjeu-là de payer ses équipes. Et du coup, tant que t'as pas atteint ça, tu peux pas être dans la collaboration et le faire ensemble et le machin et le bidule. Donc, il y a que par les mécènes, moi je pense, mais pas les mécènes qui soient publics ou privés. Parce qu'on commence à avoir ça dans le public aussi. C'est-à-dire qu'ils se disent, OK, on va mettre plusieurs assos sur une même thématique et on va financer de la collaboration au service de l'impact auprès des bénéficiaires. C'est quand même compliqué, ça, ce sujet. Hein. En fait, moi, j'ai été confrontée à une association qui m'a demandé un financement. Et alors, l'association, c'était dans l'axe sport, plutôt apprentissage des règles, enfin, à vocation apprentissage des règles. Et en fait, comme on ne soutient que des associations qui ont un programme pédagogique, je leur ai demandé leur programme pédagogique, qui était un peu léger. Et donc, finalement, en discutant avec l'association, je me suis rendu compte qu'elle travaillait avec 3 autres associations du même territoire sur le même projet, en fin de compte, et que donc, du coup, évidemment, il y avait le programme pédagogique et que c'était un projet très, très intéressant, sauf qu'en fait, je n'avais été sollicitée que par une seule des 4 associations. Donc, évidemment, le financement allait à l'association qui m'avait sollicité. Donc, dans la réalité, ça doit bien venir des associations et dans ce cas-là, elles doivent solliciter un mécène pour les 4 associations et elles doivent se débrouiller en amont pour avoir trouvé une solution de répartition des sommes, en fait. Parce que c'est pas le mécène qui peut le faire sur 3 associations qui ne l'ont pas sollicité, en fait. Donc ça, c'est assez compliqué. Et puis sinon, il y avait juste un autre sujet, c'est que nous, au conseil d'administration, quand on reçoit des projets, les membres du comité exécutif qui sont dans le collège externe et qui sont des personnes qualifiées nous donnent souvent des noms de mécènes qui pourraient venir utilement compléter le tour de table pour l'association qui a présenté un projet au cas où il n'aurait pas assez de cofinancement. Donc ça, on l'a et par ailleurs, quand je fais les entretiens avec les associations, alors c'est pas plutôt pour des financements, mais plutôt pour le fait de leur donner une expérience dont elles seraient dépourvues. Souvent, par exemple, en ce moment, c'est beaucoup la mode d'ouvrir des restaurants collectifs.
en fait, des restaurants associatifs, et les associations qui se lancent dans ce sujet, elles n'ont pas d'expérience. Donc, comme moi, j'en ai déjà financé un certain nombre, du coup, je peux leur parler de telle association ou telle autre association. En général, je donne des noms qui ne sont pas sur le même territoire, et je demande à l'association dont j'ai parlé si je peux transmettre la fiche à l'association en question qui demande à être financée, et si elle peut prendre contact. On fait ça. Oui, du coup, c'est probablement une évolution qui va venir un peu des deux côtés, c'est-à-dire pour les associations prendre conscience des acteurs qui les entourent et avec lesquels ils pourraient éventuellement proposer des projets en commun, notamment s'il y a un appel à projet où on rentre pas 100% dans les cases, mais qu'on sait que en partenariat avec une autre, on va être vraiment plus fort. Et donc aussi du côté mécène de favoriser ce type d'alliance pour plus d'impact, soit en amont directement au moment de l'appel à projet ou de la sélection, soit en aval en disant on soutient plusieurs projets dans une thématique similaire et on peut les inciter à travailler ensemble sur un secteur ou un sujet ou une Donc voilà, c'est work in progress, mais a priori, il y a plutôt un écho positif au développement de ce type de pratique collective. C'est aussi la création de valeur entre les assos aussi. Parce que quand il y a des grosses assos qui peuvent, par exemple, qui ont la capacité d'aller lever des fonds, des gros financements, qui après, elles vont aller chercher d'autres associations pour faire. Ouais. Après, c'est encore une autre posture, quoi, du coup, de se placer en tête de réseau. Et, voilà. Oui. Mais même la question de la valeur en fait, dans la chaîne de valeur, en fait, d'être au plus juste dans la chaîne de valeur, même entre acteurs associatifs. Ouais, mais ça nécessite effectivement de bien délimiter le partenariat et le rôle de chacun. Et bon, après, ça ouvre un autre chapitre. Oui, ça, c'est quand même très, très compliqué, hein, les associations qui vont chercher des fonds et qui ensuite, après, vont faire par d'autres. Nous, on n'aime pas ça du tout, je vous le dis. On n'aime pas ça parce que, par exemple, on est souvent sollicité par des fonds de dotation qui redistribuent. Mais nous, on ne veut pas donner à des fonds de dotation qui redistribuent. On veut bien donner éventuellement à un fonds de dotation qui fait lui-même l'action, en fait. Mais, voyez... Ou en partenariat avec d'autres, mais pas qui sous-traitent, en fait. Ah non, on ne veut pas de fonds de dotation ou même d'associations qui sous-traitent. Non. Si je peux me permettre d'intervenir aussi. Bien sûr, Mathilde. C'est pas facile. C'est pas facile de se manifester. Je vous vois pas très bien. Oui, attention. Pareil. Sonnette d'alarme sur ce sujet. Dans le concept, ça peut être très très intéressant. Mais après, attention au coût que ça peut aussi engendrer de vouloir faire travailler des associations ensemble. L'Union européenne fait ça depuis déjà très très longtemps, de ne financer des projets qui sont pris en charge par des consortiums d'organisations. Quand on est des organisations, on se connaît, etc. On a l'habitude de travailler ensemble, ça pose pas de souci. Mais bon, quand on se connaît pas et que il faut mettre en place, des méthodes de travail, etc. C'est aussi très chronophage. Ça engendre des coûts. Et Et après, il faut vraiment regarder derrière ce qui peut y avoir en termes d'impact positif. Donc il y a aussi à prendre en compte ces effets un peu collatéraux du travail collaboratif. Et effectivement, comme le disait Madame, plus il y a d'intermédiaires aussi, plus il y a de frais qui sont pris aussi en cours de route, etc. Est-ce que finalement ça nuit pas à tout ce qui peut arriver sur le projet, qui est des intermédiaires. Bon. Voilà, c'est sans vouloir remettre en cause l'idée de faire les choses plus en partenariat, d'avoir plus d'impact, etc. Pas négliger non plus après les effets derrière qui peuvent s'avérer négatifs. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Mathilde. Du coup, je reprends la parole et je la laisse plus à personne. On va vous libérer. Merci à nos trois intervenantes en présence et merci beaucoup à Mathilde aussi qui a maintenu son intervention malgré le Covid qui est venu s'immiscer un peu dans l'organisation. Merci à vous d'être venus nombreuses ce matin. Ceux qui souhaitent rester papoter, évidemment, vous êtes les bienvenus. Et puis, on vous donne rendez-vous. Il y aura une restitution écrite de la table ronde, probablement aussi un petit replay vidéo, et puis je vous invite aussi à continuer à suivre les activités du Philanthro-Lab et de ses partenaires pour peut-être vous revoir à l'occasion d'une autre programmation. Donc bonne journée, bonne fin de semaine et à très vite.